Le Carré-Rond, saison 6, épisode 19. On n'était même pas sûr d'être en mesure d'être avec vous ce soir, chers amis, parce que Twitch a émis un petit communiqué à l'effet qu'ils avaient des problématiques de connexion pour faire des lives. Mais là, on touche du bois ou de l'arborite ou whatever, du composite, parce que tout semble être rentré dans l'ordre. Et je suis très heureux de retrouver. Moi, je pars tout de suite cet épisode en vous mentionnant que j'ai manqué beaucoup de temps, fait que je suis pas à jour sur SmackDown ni Raw de cette semaine ni Dynamite de la semaine passée. Et, écoute, c'est ça. Des fois, on est occupé, puis d'autres fois, on l'est moins, puis on a plus de temps. Fait que je m'en vais de ce pas. Je vais commencer par saluer mon chum G-Central parce que t'as volé le show la semaine passée. Raconte-moi, puis on va aller dans les détails de SmackDown, évidemment, parce que, messieurs, vous étiez là tous les deux, mais on va présenter ça sur nos médias sociaux, mais Riddle a tenu le titre, la ceinture du Carré-Rond. Raconte-nous ça. Ça, là, c'est aussi simple que de le croiser sur un coin de rue. Ah ouais? Imagine-toi donc que ça s'est à peu près passé comme ça. J'étais arrivé un peu tôt au centre-ville, fait que je suis en autour du Centre Bell, puis je me suis dit, bon, je vais sûrement croiser des gens que je connais. Mais quand je parlais de gens que je connaissais, je pensais pas tomber sur lui. Ouais, là, c'est ça, là. Il avait l'air de chercher l'entrée. Je m'en suis rendu compte parce que, bon, il y a une couple de personnes qui s'attruppaient autour de lui. Riddle, un gars super sympathique qui a pas dit non à personne. Wow. Qui a pris le temps pour tout le monde. J'ai pris un petit 15 secondes de son temps, le temps d'une photo. Il a accepté de tenir la belle du Carré-Rond. Très moi, nice. ça a fait mon affaire. Très, très nice, très nice. Il était pas en train de faire du 420, là, hein? Non, il était pas... je pense qu'il aurait fait ça de façon plus discrète. Ouais, ben oui, là, je te taquine. Là. Mais c'est vraiment il a cool. pas enlevé ses lunettes de soleil non plus. Non, mais c'est... Ouais, je comprends. Il a peut-être pas encore eu le temps de se mettre les gouttes des yeux des Four Horsemen, mais on parlera pas de ça tout de suite. Hey, Steve Sauvé, comment ça va, toi? Ça va bien, ça va comme un gars qui a eu une grosse dose de lutte. C'était le fun. J'étais avec mon chum JC, on a profité pour aller manger un bon souper à la cage au sport du Centre Bell. J'ai vu plein de monde, j'ai salué du monde, des saluts Steve, j'en ai tellement entendu cette soirée-là. Puis Mark, yes. JC, faut que je vous compte de quoi. Ah ouais. Dans l'entrée du Carré-Rond. Au Centre Bell, mon voisin d'à côté de moi, là, que je connais pas, était là avec ses deux kids. Ces kids avaient des masques, des affiches, ils ont acheté de la merch, il n'y a rien qu'ils n'ont pas fait. Il connaît pas la AEW, pour lui, ça n'existe pas, là. Ah ouais, hein? Ben. Parce qu'à un moment donné, je commence à parler avec, puis je dis, êtes-vous un des gros connaisseurs de lutte, puis des choses de même. Puis il me dit, non, il dit, nous autres, il enregistre de ce qu'il m'expliquait, dans le temps de l'école, il enregistre Raw, puis ses enfants l'écoutent dans la semaine par petits segments. OK. Puis à un moment donné, il dit, on aimait bien gros Chris Jericho, mais il dit, il lutte plus, puis tout. Puis là, je fais comme, qu'est-ce qu'il lutte plus? Là, j'ai fait comme, il est à la AEW. Là, lui, il connaît pas AEW. Fait que là, je me suis rendu compte que le casual fan, là, ça n'existe pas, la AEW, pour lui. Wow. Là, tu parles de un, là. Tu sais, ça veut pas dire que... Je comprends ce que tu essayes de dire, mais là, le casual fan, c'est pas tous les fans qui savent pas qu'elle existe. Peut-être pas toutes, mais si je tombe sur un, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, c'est ça. Steve, moi, je pense que ça va... Il y a peut-être un manque de visibilité au niveau francophone, mais on sait que ça va changer à partir de ce soir. Voilà, exactement. C'est ça l'autre affaire, là. Tu sais, parce que, bon, on sait que Raw a une diffusion en français aussi, donc ça va chercher un public francophone. Qui l'écoutera peut-être pas autant en anglais, puis peut-être des enfants qui comprennent pas l'anglais, justement, vont favoriser ça. Mais la AEW, à partir de ce soir, c'est sur RDS en français. Effectivement, mais... Non, il y a une affaire sûre. Excuse, je te coupe une seconde. Il y a une affaire qui est sûre, Steve, c'est que je suis d'accord avec toi que le awareness de la AEW, il est bien plus bas que la I. Là. Ça, vraiment. Aucun doute là-dessus. Là. Je veux pas. Je t'ostine pas pour t'ostiner. C'est parce que je fais juste attention de ne pas généraliser, mais je suis d'accord avec toi que, je veux dire, des messieurs comme lui, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, c'est clair. Puis, tu sais, c'est vraiment...
ces fans-là que la WWE veulent conquérir parce que, hey, lui, là, il a acheté des t-shirts, il a acheté des ceintures en plastique à ses kids, il a acheté des billets. Tu sais, c'est eux autres qui sont payants. Tu sais, c'est pas un gars comme moi qui a pris un Pepsi dans la soirée puis il a regardé le show, là. Non, c'est sûr. Ils veulent rien savoir de toi, Steve. Non, c'est clair. C'est clair qu'ils veulent rien savoir de moi. Ils m'ont même pas pris comme extra à SmackDown. Oui, c'est ça. Je veux donner l'exemple du manque d'awareness de la AEW, peut-être de notre côté de la frontière. Là. Le show à Toronto, là, il sera pas au Scotiabank Place. Là. Non. Il va être au Coca-Cola Coliseum, qui est un plus petit arena. Oh, non, c'est ça. Mais ça c'est de la bonne business. C'est correct. Ouais, c'est wise. Oui, t'as mis à avoir une plus petite salle pleine. Pas. C'est ça, exactement. Mais là, OK. Avant qu'on ait des actualités puis tout le kit, là, comptez-nous ça. D'ailleurs, j'en profite, je salue Wawa Tata Wow, qui ça faisait un temps, il me semble qu'on n'a pas vu. Chaman de Laval qui nous salue. G-Central, Chris, ben oui, c'est toi. Puis Guillaume qui dit j'ai vu plusieurs stories sur Instagram de Riddle avec des fans, c'est cool de voir ça, effectivement. Tu sais, ça fait partie, à AI, là, je comprends là, que c'est partout pareil, puis que tu sais, c'est la responsabilité des workers, tu sais, d'être près de leurs fans, puis tu sais, je veux dire, mais à AI, là, je le sais que, tu sais, c'est pas exigé, mais tu sais, ça fait partie du protocole, là. Tu sais, quand t'es autour de l'aréna, puis tout le kit, là, tu sais, puis que t'as du monde qui veulent, tu sais, là, il y en a eu des aventures puis des histoires. Je sais pas si vous aviez déjà entendu parler de l'histoire de Scott Hall, à un moment donné, qui avait envoyé promener un père avec son petit gars parce qu'il voulait avoir une signature. Tu sais, ça, c'est des affaires qui sont plus tolérées. Mais là, vous êtes allé manger à Cage au Sport, tout le kit. Comptez-moi votre veillée à SmackDown vendredi pause. Je commence ça, mon JC. Ben, vas-y, Steve, vas-y. OK, ben, on se rend justement à Cage au Sport, on prend une bonne bouffe, on rentre un petit peu d'avance. On a essayé là, de voir... Moi, je fais tout le temps ça quand je joue dans un show de lutte. Là, je tâte l'ambiance, la crowd, comment qu'elle est. Puis là, j'ai fait comme... On va avoir du fun cet asseoir parce qu'il y a une ambiance de feu. SmackDown commence... ben non, avant SmackDown, on a eu un dark match opposant le... Nakamura. Ouais, Nakamura. Contre qui luttait, Nakamura? On s'en calisse. C'est ça, c'est mais... ça! C'est ça, c'était lui, puis Nakamura a pris ça. En tout cas, on commence SmackDown. Moi, écoute, Martin, faut que je t'indique de quoi. J'ai Jacob qui était avec moi. Jacob, c'est le fils d'un de mes couples d'amis. Jacob est un enfant différent. Okay. Jacob voue un culte incroyable à Zach Patterson parce que quand il est venu me voir lutter, Zach était là, puis Zach est le champion de la fédération. Donc, pour lui, Zach Patterson est le gars le plus fort au monde. OK. Ronda Rousey commence sa promo. La police arrive pour l'arrêter. Qui personnifie un policier? Zach Patterson. Ah, ben là, j'ai un jeune de 12 ans avec moi là, que lui, il capote. Ben, j'ai dit que non, Zach Patterson n'était pas là, puis là, il vouait, là. Écoute, ça valait, juste ça, là, ça valait mon prix d'entrée qui me dit, t'es bien menteur, toi, il est là, Zach Patterson. Puis, non, bon. Ça, c'était vraiment drôle. Après ça, on a eu Toxic Attraction qui ont battu Natalia puis Sonya Deville. Toxic Attraction, c'est des filles d'NXT. Mm-hmm. Gigi Dolan puis une autre, là. Oui. Le fameux tournoi pour les titres par équipe féminin, là. Qui d'ailleurs ont pris la place de... Comment qu'elle s'appelle, là? La Lion, là. Ouais, okay. Lion. Puis, écoute, ça, c'est confirmé à 100 millions de %. Lion ne pouvait pas être à Montréal parce qu'elle n'est pas adéquatement vaccinée pour rentrer au pays par avion. Ah ben, ben, tout comme les Usos qui ne pouvaient pas venir au Canada à cause des débats juridiques de Jay. Ouais. Hey, mais là, ça va être un autre dossier. Les gars, on ouvre-tu ce dossier-là tout de suite? Parce que j'ai fait une recherche, moi. Quand les Usos, je me suis aperçu qu'ils n'étaient pas là, puis que là, finalement, c'était à cause de leurs antécédents judiciaires et tout ça. Je suis allé voir l'Angleterre pour rentrer là, et tu dois avoir un casier judiciaire vierge et surtout ne pas être sous sanction actuelle. Comme Jey Uso, lui, il attend un procès là, pour conduite avec les facultés affaiblies. Ouais. Ce qui peut expliquer pourquoi qu'à date, ils ne sont pas sur la carte à Cardiff. Ah!
Ben oui, c'est sûr. S'ils peuvent pas avoir... s'il faut qu'il y ait s'il faut que tu sois sans casier, c'est sûr que là, ils vont essayer de débattre. Mais c'est parce que lui, il n'est pas à ses premiers déboires. Ben oui, puis surtout que s'il n'est pas encore sentencé de son procès, tu peux pas quitter le pays à ce moment-là. Non, c'est ça, là. Tu sais, parce que, est-ce qu'ils vont essayer de faire valoir le point, genre, que vu qu'il n'a pas été sentencé, sauf que c'est pour ça que je disais tout à l'heure, tu sais, il me semble qu'il y a eu d'autres déboires avec la justice, lui, là. Oui, il y en a eu d'autres. Puis là, je sais qu'au Canada, il ne pouvait pas rentrer. Okay. Puis je suis allé voir, c'est ça, l'immigration en Angleterre, et ça semble être encore plus sévère qu'au Canada. Ouais. Donc, ça l'expliquerait pourquoi il n'y a pas de combat de championnat par équipe sur la carte à Cardiff. Bon. On verra. Ça va te changer, je souhaite au gars, là, mais à un moment donné, il faut que tu payes pour tes erreurs. Voilà. Après ça, premier gros pop de la soirée, Martin, on a Roman Reigns qui est dans sa loge, puis Sami Zayn va le retrouver. Sami commence à y parler. C'était dur à entendre tellement que le pop était bon. Puis Sami, ce soir-là, a eu un shine incroyable parce qu'il est chez eux, le monde, c'est lui qui veut le voir. C'était vraiment le fun, hein, JC, ce bout-là avec Roman. Ben écoute, c'était vraiment excellent parce qu'il y avait le côté comique de la chose aussi où t'as Sami qui bâche sur Jey Uso devant Roman Reigns. Puis là, Roman Reigns a l'air d'avoir besoin de Sami parce qu'il est tout seul. Donc, mais c'est ça, tu sais, fait qu'il faut qu'il fasse avec. Mais ceci dit, c'est ça, t'as Sami qui bâche sur Jey Uso sans trop se rendre compte de ce qu'il fait en même temps. Puis, mais c'est ça, oui, il y a eu un gros pop. Les segments backstage comme ça, pour avoir été à plusieurs événements télévisés de Raw et SmackDown au Centre Bell, c'est toujours plus compliqué l'audio. Ouais. Même Ronda Rousey au début, sa promo, ça sortait pas. Ouais, puis là, ça devait être... tu sais, c'est sûr que dealer l'acoustique d'un show de TV puis d'un aréna, c'est deux affaires complètement différentes. C'est exactement ça. C'est filmé pour la télé. Fait que, mais c'est ça. Ouais, écoute, c'était un excellent segment. Puis d'ailleurs, oui, la foule a réagi très fort à Sami Zayn, mais on n'a pas fini de parler de Sami. Je vais juste... donnez-moi une seconde, les gars. Si ma caméra fait des flickers, je vais juste faire de quoi super vite. Voilà, ma grosse face. On va voir si ça règle l'affaire. Bon, parfait. Désolé pour ça. Puis on a eu une porte qui est ouverte pendant SmackDown parce que Roman... De même, de nulle part, il demande à Sami, c'est quoi ta relation avec Kevin Owens? Puis là, que t'as Sami qui dit, ben, on se parle presque plus, on n'a plus vraiment de contact et tout ça, parce que, je vous le dis, boys, moi, avant la fin de l'année, je vous prédis Kevin puis Sami champion par équipe de la WWE. Mais ça, c'est-tu comme le retour de Bray Wyatt, ça, ou... je te dirais que ça, c'est probablement plus sûr que Bray Wyatt. Non seulement je suis d'accord, mais j'espère que tu as raison, parce qu'on va être écœurant. Après ça, on a eu un segment qui était, selon moi, le segment de trop de SmackDown. Hit Row, qui sont arrivés, ils s'en ont pris un maximum male model. Il y a eu un petit échange, puis on a eu le droit à un show de rap qui finissait plus de finir, là. Puis là, c'est là que, en le réécoutant, je m'en suis aperçu. Le show faisait déjà 35 minutes de passer, puis on n'avait pas eu vraiment de lutte, là, à part le tag team par équipe que... Tu sais, c'est le genre de match que t'as hâte qu'ils finissent parce que t'es pas là pour ça, là. Puis, non, ça, là... Mais, on a eu le combat sûrement de l'année à WWE après ça, qui était un five-way entre Sheamus, Sami Zayn, Happy Corbin, Madcap Moss puis Ricochet. Le gagnant avait un combat de championnat à Clash of the Castle. Incroyable. Hunter pour le championnat intercontinental. Ouais, c'est ça pour la IC Belt, c'est ça, je me rappelle. Ouais, puis écoute, 35 minutes de match. On pouvait même pas s'apercevoir qu'il s'en allait en pause publicitaire pendant le match tellement que l'intensité a jamais lâché. C'était fou, Sami. Le monde était en arrière de lui comme ça se peut pas. Écoute, mais après ces 35 minutes-là, là, tu sentais que la foule avait donné une grosse part d'énergie parce que ça a été comme un genre d'entraque, hein, genre JC. Tout le monde a fait le combat de Liv Morgan? Non, je te parle d'après... Hey, t'écœureras pas ma belle Liv, OK? Non, j'ai pas de problème avec la belle Liv.
Je te dis juste que son combat contre Shady Blackheart, on va en revenir. On va en reparler. On va en revenir. Parce qu'après ça, après le Five-Way, on a eu les Viking Riders là, qui ont organisé dans un clip vidéo la cérémonie funéraire pour The New Day. Après, on a eu Liv Morgan qui a battu Sodzi, puis c'était mauvais, là. C'était vraiment mauvais. Vraiment, quand Liv Morgan a un mauvais combat, là, ce qu'on voit, là, c'est green. C'est green. C'est des manques, souvent des manques d'expérience. C'est pas fluide, c'est choppy. Je veux juste préciser parce que j'ai revu le combat aussi. C'est pas Liv qui a pas été bonne dans le combat. Non, c'est pas Liv. Non, mais moi ça, là. C'est qui suivait pas. Ouais, mais moi ça, là, Steve, il a la meilleure manière de le dire. T'sais, le combat va être aussi bon que le moins bon des deux workers. Oui. Mais c'est ça. Mais moi, je m'excuse, mais tu sais, t'es deux dans le ring, puis c'est correct. Tu travailles ensemble, là, tu sais. Là, je veux pas faire des comparatifs, là. C'est juste pour le besoin de l'exemple que je veux donner. Mais tu sais, les grands workers, ça arrive pas, ça. Tu sais, ils vont prendre le dessus, puis tout, puis Liv, je fais juste dire qu'elle n'est pas rendue là. C'est tout. Elle n'est pas là. C'est rien que ça, je dis. Moi, je la trouve jolie, je la trouve... je trouve que c'est du côté des filles, c'est certainement une de celles qui s'est le plus améliorée en 2022. Mais, tu sais, c'est ça. Quand ça marche pas, ça marche vraiment pas, là. Mais quand avec une bonne worker, tu sais, puis même avec Ronda, qui est pas la plus expérimentée, c'était correct, là. C'était pas un grand match, mais je veux dire, il n'y a pas eu d'histoire un peu comme ça a dû se passer à SmackDown, je m'imagine. Puis, après ça, on s'en allait au segment final entre Roman et Drew McIntyre, mais ça a commencé avant, quand que Drew arrive quand que tu vois Drew dans le vestiaire qui met son manteau, en arrière du manteau, il y a un sablier qui est en train de couler. Fait que là, tout de suite, moi j'ai pensé, ça y est, Karrion Kross va arriver, puis mais non, ça, c'est pas arrivé. On a eu une confrontation là, entre Roman et Drew. Roman, il est over as fuck, Martin, comme ça se peut pas. Ouais, c'est lui le top. C'est lui le big dog. Tout à fait. Le pop que Roman a eu à Montréal a pas à faire de jaloux non plus. Là. Il y a eu une très, très belle accueil de la part des fans. Moi, tu sais, c'est le... Comment je vais dire ça? Le heel turn, c'était ce qu'il fallait, puis là, il est exactement où il doit être. Et c'est parfait. Oui. C'est parfait. Son work rate est bon, c'est un bon athlète, ses promos sont meilleurs. Non, il travaille super bien. Là. Rien à dire contre Roman Reigns, vraiment rien. Il prend le micro, il prend son temps. Ouais. Montréal, acknowledge me, la foule est en délai. Oh, ouais, c'est vraiment over, ça, ce call-là, là, vraiment. Là. Ouais. C'est son Austin 316 says I just whooped. That's the bottom line. Là. C'est le sien, ça. Là. C'est ça qui... Puis avant... C'est de même. Ouais. Puis avant la promo, écoute, encore une fois, parce que pour ceux qui n'ont jamais vu des shows de lutte, vous avez remarqué, la toile est toujours belle. Donc, pendant une pause publicitaire, ils changent la toile. Mm-hmm. Puis ça a servi parce que quand ils ont fait la promo, Drew puis Roman, à un moment donné, ils en deviennent au cou parce que c'est obligatoire. Drew prend le dessus, il vient pour placer son kick. Qui sort dans tout du ring? Sami Zayn. Parce que Sami, quand il était le temps que tous les gars arrivent pour changer la toile, il faisait partie de ces gars-là. Et avec un beau petit capuchon sur la tête, ça se fait vite, glisse en dessous du ring. Puis il y a le cue, let's go, tu sors. Fait qu'il pousse Roman et c'est Sami qui se sacrifie, je pense, pour une deuxième ou une troisième semaine en ligne pour pas que Roman mange deux coups. SmackDown finit de même, mais Sami est encore dans le ring, il est couché, là. On n'est plus à TV. Roman est parti, Drew est parti, la musique de KO à part. Kevin Owens s'en vient. Il était annoncé contre Riddle. Puis finalement, ça a été ils ont eu un bon échange, Kevin puis Sami. Ça a fini que Kevin disait à Sami qu'il savait qu'il était bon de même, qu'il l'aime. Des gros hugs, parce que Riddle est venu lui faire des hugs. Et ils ont été attaqués par Pete Dunne, puis comment il s'appelle l'autre? L'autre dans la gang à Sheamus, là? Ouais. J'oublie son nom, mais... Butch et l'autre. Butch, mais ceci dit, c'est ça.
il avait booké Riddle contre Kevin Owens. Cependant, quand ils ont booké ça, ils n'ont pas pensé qu'à Montréal, les KO sortiraient clean. Ben non, c'est ça. Ça aurait été face fait contre que là, face. ce combat-là perdait beaucoup de sens. Fait que, en début de show, ils nous l'ont annoncé que ça deviendrait un tag team contre ces deux gars-là, justement. Ouais. Mais ben moi, je compte. Ah, vas-y, excuse-moi. Non, vas-y. On revenait au combat de Sami Zayn. 35 minutes, Steve en a parlé, là. C'est 35 minutes avec du rythme, avec de l'énergie, des spots incroyables. Sami qui a été mis over par tout le monde. De Happy Corbin qui a fait un job incroyable. Je ne serais jamais sur Happy Corbin, mais je l'ai tellement trouvé bon ce soir-là. Ça a été incroyable, encore une fois. Madcap Moss, Sheamus, le vétéran, qui lui s'en va affronter Gunther dans un combat pour hommes seulement à Clash of the Castle. Mais ça se dit, c'est ça. Je pense que c'est justement Happy Corbin qui a pris le pin. Donc, Sami a eu un combat de fou. Il a été protégé parce qu'il ne gagnait pas le combat. Puis il a été mis over as fuck. Question de Wawa Tata Wow qui dit est-ce que vous pensez que Roman va avoir un face turn bientôt? Moi, je pense que non. Là. Non. On veut, si Roman Reigns a fait sa place à la WWE, parce que ils nous l'ont poussé dans la gorge. Hein, c'était un peu comme Cena dans le temps. Oui, puis ils ont trouvé que Roman, bad. Écoute, moi, je pense que Roman, aime-les pas. Le but de Roman Reigns, du personnage, c'est de t'apporter une émotion. Puis présentement, c'est ce qu'il fait. Garde ça de même, touche à rien, ça va bien. Je me souviens, je suis super content aussi de voir Sami dans un programme qui implique le champion, là, parce que ça lui donne du bon airtime à la TV puis tout. Puis ça permet beaucoup d'exposer son très grand talent. Là. Mais je suis content. Puis j'ai hâte de voir où c'est que ça va mener. Mais moi, je n'ai jamais parlé en ondes, mais je sais pas si vous vous souvenez, parce qu'on a parlé, on était offline, je pense. On se préparait pour un show où en tout cas, on se shootait de la bullshit. Puis moi, j'en ai une idée de programme pour... si c'était pas ça qui s'était passé, là, l'idée que j'avais eue, moi, là, de programme pour Sami, ça aurait été qu'il mette avec Austin Theory. C'est tellement par... Tu sais, Mouthpiece, Chicken Shit Heel avec lui, là, tu sais, qui fait de la tu sais, qui dérange l'adversaire, puis tout le kit, il peut worker pareil, tu sais, fait qu'il pourrait avoir du tag team, des affaires comme ça. Puis, tu sais, le volet conspiration, puis toute la... Ah, c'est quand on parlait de son passage à Stone Cold. Oui, exactement. Podcast. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je le vois tellement avec Theory, là, je sais pas pourquoi, là, me semble la chimie, elle serait vraiment fucking naturelle. Mais là, il était avec Roman, tu sais, il touche à rien, là. Mais, tu sais, éventuellement, moi, je le mettrais là. C'est là, je le verrais, là, tu sais. Puis là, ben, Austin Theory, Conspiracy Theory, tu sais, tout marche, là. Tu peux faire plein d'affaires. C'est génial, cette idée-là. C'est génial. Ça connecte à tous les points de vue, là, tu sais. Puis Theory, c'est un bon worker, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais Sami Zayn, là, c'est la boîte de Pandore au-dessus du Bloodline en ce moment. Ouais, c'est ça. Ton n'est pas de là, il est à la meilleure place qu'il peut pas être. Mais le segment hors show de SmackDown a été publié aujourd'hui par la WWE sur leur compte TikTok, où on voit la réconciliation de Kevin Owens et Sami Zayn. Donc là, eux autres, ils le mettent sur Internet. Ouais. Fait que là, c'est sûr que ça va aller de l'avant, parce que naturellement, Kevin Owens, ce qu'il dit là-dedans, c'est que t'es trop bon pour être la bitch de Roman Reigns. Ah, ben là, il pourrait runner un programme avec les Usos, là, tu sais, voilà. Parce que Roman, je pense que c'est là que ça s'en va. Roman, il est pas, tu sais, il n'y a pas d'affaire à avoir une feud avec Sami, là, rien contre Sami, mais tu sais, là, si tu veux remplir un aréna, tu sais, tu pourrais peut-être faire un house show Sami, Roman, mais tu sais, Roman, il est supposé de le détruire en 5 minutes, Sami, là, tu sais, Sami, c'est le gars qui va faire. Moi, c'est le même que je le vois. Ça veut pas dire que je pense pas un bon worker. Mais tu sais, Sami, c'est le gars qui va faire gagner le gars qui est pas supposé gagner. Mais c'est pas le gars qui va donner un gros match. Ben, c'est ce qui en fait un excellent worker. Voilà, exactement. Moi, je pense que Sami Zayn et le Dolph Ziggler des années à peu près 2012-2013, quand Ziggler, tout le monde voulait travailler avec parce qu'il bumpait pour tout le monde. Ouais. Tout le monde paraissait bien quand il travaillait avec Dolph Ziggler. Pour ce qui est de bumper, je pense que Sami est moins athlétique que Ziggler, là, mais je suis
peux voir l'analogie, là. Je peux voir la comparaison, mais... Ouais, ben c'est ça, mais il y a le comic relief autour de Sami Zayn aussi, qui est très intéressant. C'est ça. Tu sais, Ziggler, c'est plus un worker là, que Sami. Sauf que Sami, ben, il torche Ziggler sur le mic, même pas proche, là. Oui. Puis là, ce qui était intéressant aussi, c'est que la WWE était à Toronto, à Québec, à Kingston, à Ottawa. Parce qu'à Ottawa, le show a fini que Theory a mangé un stunner de Kevin Owens. Puis à Kingston également, ils étaient là, KO, et ça finit aussi de même que Theory mangeait un stunner. Puis tu vois, lundi, Kevin Owens travaillait clean à Raw. Ah ouais, mais là, il était chez eux, tu sais, c'est un peu normal, là, c'est clair. Ouais, et puis écoute, on va en parler même s'il avait pas voulu, tu sais, être face, c'était pas le choix, là. C'est comme les Rougeaux quand ils bouquaient aux States puis ils citent, là, tu sais, tu peux pas mettre les Rougeaux heel, là. Parlons-en de Monday Night Raw, parlons-en de Kevin Owens, qui a répondu au Open Challenge de Chad Gable, qui est un gars que je vous dis depuis quelques semaines, qui est très intéressant à regarder aller. Avec Brock, c'est le plus amélioré cette année, je trouve. Et puis, il a fait une bonne promo de début pour l'Open Challenge. Là, t'as le prize fighter Kevin Owens qui répond à ça, puis ça a donné un excellent combat. Bon, là, c'est sûr qu'avec KO, tu te tombes pas. Moi, je peux pas commenter, je l'ai pas vu. Je vais tout me rattraper là-dessus probablement demain, là, mais... Puis tu vas dire, il est un peu tard, tu pourras pas en parler dans le Coréon. Non, c'est parce que j'aime ça, la lutte. Tu vas pouvoir l'admirer. Ah non, regarde le 5-way SmackDown. 35 minutes de ouais, c'est sûr, je vais regarder ça. Faut que je regarde Raw, SmackDown, puis Dynamite. Puis je vais être en arrière de 2 Dynamite, en fait. Fait que... Ben de la lutte. Puis là, OK, chacun votre tour. Je commence avec toi, JC, sur 10, votre expérience. Puis là, je parle pas du show de TV, votre expérience d'aller à SmackDown, puis tout sur 10, ton score, c'est quoi? Écoute, mon score, c'est 9.5, puis le 0.5, c'est parce que le gars en arrière de moi, il m'a renversé sa bière dans le dos. Ah ben, tabaslac. Non, ça, c'est drôle, là. C'est vraiment drôle. Ben là, parce que pas drôle, man. Non, c'est très en tabarnak. C'est que pendant le show, moi pis écoute, on était assis peut-être à une quinzaine de personnes, moi pis JC, pis la seule affaire que je vois, moi, c'est sa casquette. Là, il m'envoie un message, un mot d'église, un blasphème. Le gars en arrière de moi, il vient de me renverser ma bière. Mais moi, je me retourne, mais moi, je suis persuadé qu'il a renversé sa tête. Mais là, je vois encore la casquette. Là, je le compte à ma fille, puis ma fille dit... Bon, au moins, il avait sa casquette pour se protéger. Ouais, mais c'est pas moins frais dans le dos, là. Non, mais pour finir, l'expérience WWE, l'expérience SmackDown, la foule, premièrement, il y avait du monde, il y avait du bruit. On sentait l'émotion, on l'a bien vécu. Les gens étaient contents que ça revienne. Ah ouais, non, ça faisait quand même longtemps. Ben, ça 3 ans. Ah, tu veux dire, OK, ouais, à Québec, là. Ouais, c'est ça, pour un show télévisé et tout. À Montréal, je parle. Et c'est ça. La foule est en délire. Une expérience parfaite, je te dirais. Bon, fait que 9.5. Steve Sauvé, ta note? Écoute, pour être très généreux, puis je vais m'expliquer. Moi, je suis un fan de lutte. Je veux voir de la lutte. J'ai vu 3 combats en 2 heures. Je vais avec un 7.5. Ça, c'est la faiblesse de SmackDown, par exemple. Puis, les boys, j'étais jaloux de voir à Québec qui ont eu 2h30 de show non-stop avec des maudits bons combats. La seule chose que je trouvais triste, c'est qu'il y avait 5000 personnes au centre Vidéotron. C'est ordinaire un peu, là. Ouais, mais tu sais, tu veux build a town, tu sais, c'est... Ouais. Puis WWE a annoncé qu'il était le 29 décembre 2022 à la Place Belle à Laval. Ça a été annoncé pendant SmackDown. Les billets sortent prochainement. J'ai hâte parce que moi, quand j'étais allé à Laval, j'ai eu un maudit bon show. C'était vraiment cool. Ça va être le fun. Ça va être le fun. C'est sûr que les house shows, tu vas avoir plus de lutte que d'un TP. Oui. Tu vas aller chercher un 8-9 combats facile. Moi, en conclusion de SmackDown, je pense que la foule de Montréal a envoyé un message très, très clair à la WWE qu'on est mûr pour un pay-per-view.
Ah, ça, écoute, moi, j'ai tellement hâte que ça arrive, sauf que, tu sais, la problématique de faire un pay-per-view à Montréal, elle va toujours être la même. Là. Tu le fais où? C'est parce que, tu sais, ben, tu peux faire... Au Centre Bell? Ouais, non, je comprends, mais tu sais, moi, j'aimerais ça avoir... Tu sais, Mania, c'est impossible. SummerSlam, c'est impossible. Survivor Series, je m'en sac. Fait qu'il resterait le Rumble. Tu sais, moi, si j'avais à choisir un pay-per-view, tu sais, du Big Four qui pourrait avoir lieu à Montréal... Parce qu'il y en a eu des pay-per-views à Montréal, mais il n'y a pas eu des vraiment... Ben, il y a eu évidemment Survivor Series, dont on va se rappeler longtemps. Là, mais, il y a eu No Way Out en 2004, si je ne me trompe pas, puis Breaking Point en 2009. Bon, tu vois, fait que moi, en tout cas, si on avait une pétition à partir, là, ça serait que le Rumble soit à Montréal. Moi, le Rumble, là, écoute, c'est sûr que je passe. Ça tombe à ma fête. C'est mon pay-per-view préféré après Mania, là, bien sûr, mais tu sais, c'est mon pay-per-view préféré pour la formule. Hey, ça serait écœurant, là, oublie ça. Là. Je pense que j'irais casser la gueule au Green Shirt Guy là, pour avoir sa place. Mais ben non. Fait que somme toute, on va dire une moyenne de 8 points quelque chose entre vous deux, messieurs. Merci de ce beau petit recap. Là, ce qu'on va faire, on va faire une très courte pause audio, puis on va faire le tour des actualités avec vous, chers amis. C'est réglé, les boys. J'ouvre avec ça parce qu'on s'en doutait, mais en même temps, on attendait toute la confirmation. Johnny Wrestling, Johnny Gargano est revenu à WWE. Par la grande porte. Il n'est pas parti du côté du suçon fondu, du popsicle fondu. Il est au sein de la WWE. Puis, je ne sais pas, par exemple, s'il n'y a pas eu de développement à côté de sa conjointe, par exemple, là. C'est juste lui. Là. Moi, j'ai rien entendu, mais remarque que j'avais même pas entendu que Gargano revenait. Ben. J'ai vraiment été surpris là, lundi. Là. Ah ouais? Il y avait des rumeurs que moi j'avais vu dans les dirt sheets disant que Shawn Michaels avait été mandaté pour contacter Johnny Gargano. Bon, ça vient des dirt sheets. On en prend, on en laisse. Mais j'avais vu des choses du genre. Mais son comeback à Monday Night Raw lundi, ça a été parfait. Ouais, non, c'est sûr. Puis, tu sais, moi, là, dans les. Comment je vais dire ça? Dans les gars de ce format-là, moi, Gargano, c'est mon préféré. Ouais. Puis en même temps, là, en ce moment, ils vont le faire feuder avec Theory, justement. Puis je pense que c'est le meilleur gars pour faire une feud à long terme avec Theory. Ouais, absolument. Autre nouvelle, évidemment, qui émane du passage de Raw à Toronto. Edge a affirmé que c'était sa dernière année. C'est l'année prochaine, lors du passage à nouveau de Raw, ou en tout cas de la I à Toronto, qu'il comptait prendre sa retraite. Donc, il veut fermer le livre à la maison, comme on dit. Puis, écoute, moi, merci. Tu sais, je sais pas comment dire ça parce que je veux rester poli, parce que je respecte bien gros Edge comme worker, mais tu sais. C'est un année de trop. C'est ça. Voilà. Non, j'aime pas ça dire ça. On va voir ce qu'il va faire. Mais tu sais, moi, en ce moment, là, surtout avec l'espèce de pétard mouillé qu'a été Judgment Day, puis des circonstances dans lesquelles ça s'est terminé, tu sais, vraiment, là, un pet de sauce, là, vraiment, littéralement. Là. Ben, tu sais, je comprends le gars. Je comprends le gars de vouloir partir sur un plus gros bang que ça, là, puis laisser quelque chose d'un peu plus significatif que cette affaire-là. Fait que, regarde, je respecte sa décision, mais c'est sûr que ce qu'il y avait de mieux à nous donner, il nous l'a donné depuis son retour, je pense. Là. Ça va c'est évident. Mais tu sais, je pense que là, ça va lui donner l'occasion de prendre la retraite comme il aurait voulu et non pas forcer comme ça s'est passé. Ouais, puis il va prendre une retraite sans super pouvoir. Fait que il va être content. Ça, c'est parfait. Ça. Hey, vous me parliez de ça, parce que comme je le disais, je suis un peu en arrière d'un potin. C'est quoi l'histoire là, que CM Punk aurait du heat avec tout le monde? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Là? C'est pas clair. Ouais. C'est pas clair. Écoute, durant il semblerait que CM Punk a été hors script là, durant sa promo avec Jon Moxley à Dynamite. Ouais. Ça a été mauvais. Là. C'est la seule fois que je vois un lutteur qui arrive pour confronter un autre lutteur, mais avant de commencer sa promo, il s'en prend un autre lutteur. Il call out Adam Page comme ça, out of nowhere.
Bon, c'est sûr que ça n'a pas attiré la sympathie de personne backstage. Il semblerait qu'il y aurait eu un meeting avec Tony Khan qui suivait à ça. Mais selon ce qu'il se disait, il ne voulait pas être là mercredi passé non plus. En plus, bon, fait que, tu sais, quand que, je sais pas si tu te rappelles de ça, mais je me souviens pas si c'était Mick Foley ou c'est qui. Tu sais, à un moment donné, la I ont parti à faire un genre de podcast, mais c'était n'importe qui animait. Tu sais, Mick Foley, il en a animé. Tu sais, ils ont reçu Shane, ils ont reçu Vince, ils ont reçu tout le monde. Il y en a qui c'était Stone Cold, évidemment. Puis quand que ça a été autour de Triple H de passer, ils ont adressé la situation de CM Punk, là, puis c'était plus frais fait, là. Ça faisait moins longtemps que maintenant, là. Puis tu sais, Triple H le disait, tu sais, que CM Punk, tu sais, en anglais, il y a une expression, là, he walks to the beat of his own drum. Tu sais, lui, il fait ses affaires à lui, comme il l'entend. Tu sais, c'est quelqu'un de hyper archi, méga, giga, débile, indépendant, qui va en business pour lui-même, puis tout le kit. Puis que ça, c'était une des affaires qui pouvait faire en sorte que, dans certains cas, tu sais, les gens tripaient pas sur CM Punk. Puis là, ben regarde, on se ramasse quoi, 7-8 ans plus tard, puis on dirait que c'est la même recette, là. Tu sais, que là, il a décidé, lui, là, il se fait couper une promo, là, il décide de soigner la POC à un, puis il soigne la POC à l'autre, puis tout le kit, off-script, tu sais, tout ça, ben regarde, c'est pas mal. Tu sais, c'est peut-être une des raisons aussi pourquoi il y en a eu autant de succès, mais c'est parce que, tu sais, à un moment donné, team player, tu sais, tu reviens à 40 cucs, là, probablement avec le gros contrat, là, tu sais, j'attends-tu d'écouter ce que les scripteurs y ont à dire, s'il te plaît, là, tu sais, en tout cas. Surtout, puis là, tu sais, peut-être un peu intense, revient d'une blessure, tu sais, tout le kit. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, vous autres. Là, mais c'est ça, puis il est assez dans le high spot, là, tu sais, il va être dans le main event à All Out. Tu sais, puis il se serait déclenché de la heat backstage là, à cause de son comportement. À cause de cette affaire-là. Puis Page, il est dans le Boys Club à côté, là, parce qu'il était avec la gang qui est arrivée en premier aussi. Là. Il est arrivé avec les Young Bucks, puis Omega, puis Chris, puis toute la patente. Là, fait que... moi, ce que je pense, par exemple, c'est que Punk devait avoir besoin d'un certain roulement financier qui rentre, là, parce qu'à un moment donné, quand tu travailles plus, il fait juste en sortir. Ouais, mais puis, là, il a recommencé à lutter, mais tu sais, jusqu'à quel point que ça y tente? Ben, moi, je pense que ça y tente. Moi, j'ai pas de doute sur le fait que ça y tente. C'est juste, faut que ça y tente à sa façon. C'est ça. Tu sais, ça fait depuis son comeback qui me gosse, que ça me fatigue CM Punk. Puis ça fait un bout que je me demande pourquoi. Là, ben, tu sais, plus le temps passe, plus que je m'en rends compte. En 2014, c'est le gars qui était pas satisfait de la décision de son employeur. Il a décidé de rentrer chez eux, de pas respecter ses obligations. Ça, c'est ce qu'il a fait. Ouais, mais il y avait d'autres affaires aussi, là, JC. Il y a d'autres affaires, mais c'est quand même ça qu'il a fait. Le médical, là, tu sais, les docteurs, lui, prétendaient que, tu sais, il n'y avait pas eu le bon diagnostic sur certaines affaires. Il y avait une ça, c'est fort probable. Il y avait une staph infection, puis il a travaillé pareil, puis, tu sais, il y avait quand même, tu sais, il y a une couple d'affaires qui ont été démontrées qu'il avait raison, là, tu sais. Mais... tu sais, c'était peut-être pas la façon optimale de gérer ça, de pogner sa balle et s'en aller chez eux. Ça, mais c'est ça. Puis, comme tu dis, c'est le genre de gars qui est tout le temps en business pour lui-même. Puis là, ben, je trouve que ça regarde pas bien dans la mesure de All Out en ce moment. Là. Ben, regarde, ici, moi fait un aparté là, basé sur bien des affaires que j'ai entendues puis que j'ai écoutées. Puis toi ici, t'as déjà entendu ça. Puis Steve aussi, là. Tu sais, ils disent que pour être un top player, là, tu sais, comme worker dans les grosses fêtes pis tout, là, tu sais, faut que tu sois un peu un chien sale, trou de cul. Tu sais, Stone Cold, il était reconnu, là, pour que quand ça faisait pas son affaire, là, il te l'envoyait pas par fax non plus, là, que ça soit des idées de script ou, tu sais, des affaires comme ça. Moi, ça, j'ai pas de problème avec ça, tant que le gars met des fessiers aux 18 pouces, là, OK? Là, CM Punk, il est pas encore rendu à pas vendre. OK? Tu sais. Ça, je suis d'accord. Ça, bon. Sauf que moi, parlons quand même, il y a des affaires qu'on sait pas. Tu sais, on sait pas comment Tony Khan est allé le chercher. On sait pas c'est quoi son contrat, tout. Sauf que, tu sais, pour moi, c'est clair, puis il l'a déjà dit dans des promos, puis je suis très conscient qu'une promo, c'est pas la vraie vie, là, mais tu sais, je sentais que ça s'inscrivait dans une démarche pour lui de dire, je veux revenir parce que j'aime ça, lutter. Je suis un worker, tout le kit. Mais tu sais, il y a toujours eu la notion de, tu sais, faire transférer mes connaissances aux plus jeunes. Tu sais, puis garde, son premier match a été Darby Allin. Tu sais, ça s'inscrivait dans le sens de cette démarche-là. Sa première défaite contre MJF. Voilà, mais
t'arrives un peu plus tard, quoi, à 1 an, peut-être un peu moins que ça de son retour. Puis là, ben, tu sais, déjà, t'es en business pour toi-même. Déjà, tu vas t'attirer du heat par ceux que t'as dit que tu voulais aider. Tout te quitte. C'est ça, moi, qui m'énerve de CM Punk, parce que je me suis jamais attendu à ce que CM Punk, après son retour, soit encore le worker qui était dans le temps, là. Jamais, là. Mais tu sais, tu te dis, c'est un bon gars à avoir dans le locker. Tu sais, il s'est passé bien... Tu sais, il a coulé de l'eau sous les ponts en masse, puis tout. Puis là, regarde, tu te ramasses avec une affaire de même. Moi, je trouve ça poche. Ah, c'est poche, mais en même temps, ça fait partie du mythe CM Punk. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, justement, là, walks to the beat of his own drum, puis tu sais, c'est ça. Tu sais, un peu rebelle, un peu en marge, tu sais, straight edge, tu sais, toutes ces affaires-là. Tu sais, dans 2-3 ans, on va s'en sacrer de ça, ces épisodes-là, peut-être. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, ça revient tout le temps à ça. Ça fait toujours partie un peu de la conversation avec CM Punk. Puis je parle pas dans le ring, là, je parle backstage. Hey, puis les boys, pendant qu'on est AEW, là, puis une autre affaire que je trouve poche, là, l'angle MJF, là, il arrive quoi? Il en parle plus, on le voit plus. Il y a une rumeur qui dit que ça va être lui qui va arriver dans le match Moxley puis Punk à soir. Et là, à un moment donné, tu me le ramènes-tu? Y a-tu de la hate avec lui que t'en veux plus? Qu'est-ce que tu fais? Moi, tu sais qu'est-ce que je pense? Je pense qu'il a été surexposé pendant un bout, puis c'est pas une mauvaise affaire qu'est-ce qu'ils font. Peut-être. Tu sais, avec Wardlow puis tout le kit, là, je pense que, tu sais, Wardlow, CM Punk après ça, tu sais, il y a eu bien des feuds majeurs, puis tout. Tu sais, c'est vraiment mon ressenti. J'ai pas d'argumentaire scientifique à donner à propos de ça, mais ça me donne un peu l'impression que, tu sais, c'est ça. On cool off un peu parce qu'il a été hyper exposé pendant longtemps, là. Tu sais, puis c'est des promos de 20 minutes, puis tu sais, là c'est peut-être pas une mauvaise affaire, tu sais, qu'ils reviennent avec un gros pop, ou face turn, je sais pas. Tu sais, si tu veux qu'ils reviennent en face, tu sais, faut que tu cool off le moteur un petit peu, là. Tu sais, tu peux pas faire rouler la machine pendant 12 mois, coller, puis après ça. Fait que, tu sais, je sais pas, mais mon feeling, c'est ça. Parce que moi, c'est ça que j'aurais fait, honnêtement, là. Tu sais, c'est pas une mauvaise affaire, là, de faire que le gars se fasse oublier un petit peu, puis que, tu sais, comme je te dis, tu cool off un peu, là, tu sais. Rentre le cheval dans l'écurie un peu, puis, tu sais, fallait se reposer un peu, parce que, écoute, MJF, moi, en tout cas, côté gestion, médias sociaux, images, tu sais, persona, tout ça, MJF, en ce moment, c'est le meilleur sur la planète Terre. Il n'y a personne qui y touche. Et de loin, là. Ah ouais. Il est phénoménal. Rien à dire sur son work rate dans le ring. Le gars n'a pas peur de bumper, pas peur de bleeder, pas peur de garde, là. T'sais, mais là, comment que les affaires se déroulent en ce moment, puis tout, là, moi, je suis pas en désaccord avec comment ils sont en train de le booker. Mais faut pas qu'il attende un autre mois, là. Ça, je te le dis. Hey, là, faut que tu me l'amènes au minimum. Faut que tu prononces son nom. Oh, ouais, c'est ça. Mais regarde. Puis, tu sais, il y a peut-être des affaires qu'on sait pas aussi, là. Malgré ça. La hate entre lui et Tony Khan, là. Tu sais, il essaye de te vendre ça. Ah, non, c'est Word. Pour le show, là, ouais. Tu sais, moi, je suis pas sûr, là. Je sais pas. Ils sont mieux de nous le ramener. Ah, ben oui, ça, c'est sûr. Tony Khan, tu peux, tu sais, il va pas avoir des défauts comme tout le monde, mais c'est pas un cave, là. Tu sais, il sait bien que c'est son pain et son beurre MJF à long terme, là, tu sais. Je déteste pas non plus, j'haïs pas ce qui se passe avec Wardlow non plus, là, tu sais, j'aime ça qu'il book huge, puis j'aime ça qu'il book, tu sais, vraiment, tu sais, monstrueux, tu sais, puis 3-4 gars dans le ring, puis tout, tu sais, il joue bien son rôle, il fait bien. MJF a contribué à ça. Ben oui, exactement, fait que, tu sais... Je pense qu'il l'a quasiment buried. Ouais. Écoute, c'est clair. Fait, ta boire, c'était vraiment weird. Tu sais, après ton éternuement, t'as carrément disparu dans l'écran. Hein? Mais non, je suis d'accord avec toi. Hey, je continue, on change pas mal de sujets. Tu sais, on parlait, tu sais, la business de la lutte, ça va vite, hein? On parlait l'autre fois, on jasait qu'on avait trouvé très hot Jeff Jarrett dans son segment WWE. Le lendemain, il était à Starrcast pour le prétendu dernier match de Ric Flair. Et là, ben écoute, tu sais, ça fait partie de la game, hein? Tu ramènes tes chums, tu ramènes ton boys club. Lui, il était vice-président exécutif
exécutif pour la gestion des événements. Booking live event, c'est ça. Booking des arénas, toutes ces affaires-là, logistique, machin. Là. Puis, ils ont ramené Road Dogg, évidemment, qui est un grand chum à Triple H, puis évidemment de DX, puis de tout ce que tu voudras. Et ça a fait en sorte que Jeff Jarrett... Là, il y a des nouvelles qui ont titré Jeff Jarrett quitte la I. Il y en a d'autres que... Regarde, c'est pas compliqué. Ils ont ramené Road Dogg, ils ont laissé aller Jeff Jarrett. Là. C'est pas dur. Là. C'est ça, puis c'est tout. Là. Fiez-vous pas, moi, comment tu titrerais ça de la manière... Ça veut pas dire que ça a été fait en mauvais terme. Là. Non. Puis Jeff Jarrett, il est de très, très bonne famille. Inquiétez-vous pas pour Double J. Ça devrait bien aller, puis son hypothèque devrait se payer. Écoute, là, Papa Jerry est venu au monde avant. Là. Ouais, c'est ça, déjà, en partant. Puis en plus, tu sais, il a quand même eu... écoute, là, il a travaillé... Le gars, il travaillait dans le territoire à son père. Il se fait coller up par la I. Il s'en va après, il s'en va à WCW. Un an plus tard, il revient à I, qui est en plein dans NWO. Après ça, il part Impact. C'est lui le top guy à Impact pendant un bout. Après ça, il revient dans le G-Garde, là. Il y a un parcours exceptionnel, le gars. Ouais, le gars, là, il est pas dans le Hall of Fame pour rien. Que vous l'aimiez, que vous l'aimiez pas, parce que, tu sais, fut un temps où Jeff Jarrett était un peu comme le Patrice Brisebois de la lutte, là, tu sais, tout le monde se plaisait à l'haïr, mais la vérité, c'est que backstage, Jeff Jarrett a toujours été considéré comme un gars fiable, que tu peux le mettre dans le ring avec n'importe qui, il va te donner un bon match, et il n'était jamais blessé. Jamais. T'sais, c'est un vrai bon worker. Là. Tu sais, quand tu parles, là, ça là, ça se discute tellement beaucoup là, entre les workers quand ils sont sur la route ou backstage, des affaires de même. Tu sais, ton finisher, là, tu sais, Hulk Hogan, là, il est scrap. Pourquoi vous pensez? C'est à cause du Big Leg Drop là, qui tombait sur son coccyx puis sa colonne pendant 30 ans, là, Chris, à tous les soirs. Tu sais, Jeff Jarrett, dans son moveset, il n'y avait pas de move pour se démolir le corps, tu comprends-tu? Tu sais, ça, c'est des vrais workers, là. Tu sais, c'est comme Kevin Nash qui dit tout le temps de Stan Stasiak, tu sais, c'était le hard punch, son finisher. Tu seras jamais blessé, man. Tu sais, je veux dire, tu sais, regarde Scott Steiner qui faisait le Frankensteiner. Tu sais, ça, c'est un mot. Même Stone Cold, même affaire, tu sais, qui tombait ses fesses à toutes les fois. Tu sais, fait que Jeff Jarrett, all around, c'est un bon worker, pas mauvais sur le mic. Puis écoute, c'est un gars qui est venu au monde dans la lutte. Là, c'est un gars de deuxième génération. Puis même, c'est Bonac, sa grand-mère était promotrice de lutte. Là, fait que tu voyais le genre. Fait que là, j'ai hâte de... Puis Road Dogg a été dans beaucoup de rôles. Là. Il a été au créatif, il a été dans des postes plus administratifs, il a fait plein d'affaires. C'était à prévoir. Là. C'était un peu écrit sur le mur avec le retour de Triple H. Le gars, il ramène ses chums, c'est correct aussi. Ouais, ça fait partie de la game. Là, il y a Road Dogg qui a signé, mais il y en a d'autres aussi qui ont signé que je veux pas passer sous silence. Vas-y. Tout Pointo a signé à la AEW. Je sais pas si c'est un contrat de combien de temps, parce que les autres, leur premier contrat d'entrée là-bas, c'était un contrat d'1 an. Nos deux Québécois, là, Parker, puis maintenant, c'est Ménard qui se fait appeler. Matt Ménard. Matt Ménard. Puis Ménard est blessé. Lui, il fait les commentaires à Dark en attendant sa blessure. Nice. Il est bon. Il est bon, man. Ce gars-là, tu lui donnes un micro, là. Il fait des miracles avec ça. Puis non, je trouve ça le fun d'en parler parce que, tu sais, c'est des petits gars de chez nous, là. Ah ouais. Puis tout ça grâce à Kevin Owens. Ben oui, c'est Kevin qui a callé Jericho pour dire « Hey, y a-tu quelque chose que tu peux faire pour mes chums? » Parce que là, ils viennent de se faire releaser. Puis, tu sais, non, chapeau au gars. Parce que, tu sais, même si Kevin fait les appels et tout ça, il y avait un contrat d'1 an, la AEW, s'il avait pas été content, il les aurait laissés aller, là. Mais non, une extension de contrat, surtout quand tu vois que le banc devient de plus en plus gros à la AEW, c'est le fun quand il te re-signe, là. Non, c'est... Tu sais, ben là, je vais faire un segue avec ça parce que tu m'en parlais offline, je n'étais pas au courant, je sais pas à quelle fête tu vas nous dire ça. Mais tu sais, là, Sami Zayn, ça va bien, KO, ça va bien, les 2.0, ça va super bien, tout ça. Puis là, ben écoute, Speedball Bailey, Will Ospreay, je garde. Ça a eu lieu, Martin, ça avait lieu samedi passé. Oui. C'était la Revolution Pro Wrestling, c'était un show qui avait lieu samedi passé du côté de London en Angleterre, à Londres dans le fond. Will Ospreay a pris le match.
C'était, attends un peu, je l'ai dans mes notes. Ce match-là était pour le Rev Pro Undisputed British Heavyweight Championship. Ce que j'ai comme note de ça, c'est que si un match de lutte, tu donnes 5 étoiles maximum, celui-là, faut que tu en donnes 6. Ben, il y en a eu des 6 étoiles, là, je pense. Oui, mais c'était tout un match de lutte. Okada contre Kenny Omega à Wrestle Kingdom, je me souviens plus, 2016, là, je pense, qu'il y avait eu le premier, parce qu'ils en ont fait 2, puis les 2 ont eu 6 étoiles. C'est complètement ridicule. Là. Moi, je regardais ça offline, là, en différé. Là, c'est un pay-per-view genre de 8 heures, là, Wrestle Kingdom. C'est complètement cinglé. Puis c'est tout le temps, c'est toujours au Tokyo Dome, je pense, je me souviens plus, je pense que c'est ça, Tokyo Dome. En tout cas, c'est toujours la même place. C'est une place qui rentre 395 milliards de personnes, genre. Puis, tu sais, il y a bien des matchs que, tu sais, ils ont tout ça. Eux autres, là, qu'est-ce qu'ils font à Wrestle Kingdom? Là, ils ramènent tout le monde qui est encore capable de travailler. OK? Mais le ring est à 200 km de la porte du locker. Fait que là, il est call out, tu comprends rien. Puis là, tu sais, tu vois toutes, là. Tu sais, Suzuki, tous les vieux de la vieille du temps, il y a des combats, c'est des gauntlet match, là, que, tu sais, là, il en rentre un, puis là, tu l'élimines, puis l'autre, il arrive. Mais le temps que l'autre, c'est long, ça n'a pas d'allure. Mais c'était à Wrestle Kingdom que j'avais vu ça. Si vous avez jamais eu la chance, allez sur Fight TV ou ailleurs, là, je vous dirai pas où, mais à un moment donné, clenchez-vous en un Wrestle Kingdom pré-pandémie, là. Tu sais, à l'époque où Okada est champion, puis toute la kit, c'est pas mal intéressant. Puis là, ben, c'est relativement récent, là, ça va être la dernière nouvelle, à moins que vous en ayez d'autres, mais on annonçait qu'il était pour avoir une espèce de gros meeting avant Dynamite ce soir, présumément justement pour adresser un peu tout le caca là, qui gravite autour de la IW de ce temps-là, dont CM Punk qui va en business pour lui-même, les renouvellements de contrats et le fait qu'il y aurait eu des fuites aussi dans dirt sheets ou peu importe, ou des faits mal rapportés, là, un peu comme CM Punk en a parlé. Fait que là, ça a l'air que Tony, il va avoir un habit puis une cravate là, pour ce meeting-là, là, qui n'arrivera pas là avec ses Vans, là, parce que ça a l'air qu'il va avoir un meeting très sérieux. Fait que j'ai bien hâte de voir s'il y a des choses qui vont transparaître de ça. Ça risque quand même d'être intéressant. JC, est-ce que Steve doit nous quitter quelques secondes, mais JC, est-ce que t'as-tu d'autres nouvelles, toi? Écoute, c'est une nouvelle qui a un peu passé sous silence, puis je trouve que c'est important d'en parler. Ça s'est passé le 21 juillet. OK. La WWE a passé son shop en sous-traitance. Ah, quand même. OK. Ah, ouais. Hein? Ils sont, en mars, ils ont signé une entente avec Fanatics. OK. Fanatics Experience. Puis là, c'est eux autres qui gèrent le WWE Shop. Puis là, ben, en achetant via eux autres, les gens vont pouvoir accumuler des points. Okay. D'une certaine façon. Un peu comme des points du Club Z. Des NFT. Ah ouais, tu parles pas des points du Club Z, là, toi. Là. Des non-fungible tokens. Ouais, non. Les NFT, c'est correct, je sais c'est quoi. Ah ouais, fait qu'ils décident de s'en aller dans cette business un peu spéculative, là. Ouais, en même temps. Ceci dit, ça ne touchera pas l'authenticité de la marchandise. Qu'on puisse ramasser des points en achetant, ça faisait longtemps que je disais que la WWE a dû faire ça parce qu'il y a des gens qui achètent là-dessus. Beaucoup. Il n'y a jamais eu de compte VIP là-dessus, des choses comme ça. Ouais. Ou un newsletter que tu sais le stock avant les autres. Puis tu sais, des affaires comme ça. Il y a toujours une négligence. Puis là, je pense que Fanatics va vraiment faire en sorte que ça change à ce niveau-là. Puis d'être plus proche des ventes. Là où ce que ça me plaît moins, c'est qu'eux autres, ben, ils ont mis fin à la section clearance. Ouais, ça c'est poche. Ça parce que moi, c'est ma préférée. C'était la mienne aussi. Ceci dit, ils ont des bons spéciaux, par exemple des bonnes promotions. Ça change assez régulièrement. J'invite les gens à aller voir ça là, via le site de WWE naturellement. Ben ouais, puis ça pourrait être. Tu pourrais être. Gêne-toi pas d'être sur la watch parce que je le sais que tu y vas souvent. Là, si tu vois des affaires intéressantes là, qui sont pas en clairance, mais tu sais, si t'as acheté le dernier, je comprends, là, mais si tu vois des affaires d'intérêt. De toute façon, tu peux nous en faire part aussi, comme tu le fais si pertinemment dans le Scrapamania. Parce que je le rappelle, là, Scrapamania, c'est pas juste pour montrer de la scrap. Là.
C'est très large. Mais cette semaine, il va en avoir. Oui, on a de la bonne. Tenez-vous là pour dire, hey, on va faire une très courte pause, les amis, puis on va passer, j'ai bien hâte d'entendre ça, à la chronique de Steve de cette semaine, tout de suite après ceci. Alors bonjour, ici Hubert Reeves, grand amateur de l'espace et de 70% sur les ondes de radio H2O et de l'univers. And what you gonna do when Hulkamania run wild on you? Steve, je connais, j'ai un peu brûlé le punch, bien sûr, du sujet de ta chronique avec l'affiche qu'on a présentée, mais j'ai bien hâte de t'entendre là-dessus. Tu vas nous parler un peu de, j'ai envie d'intituler ça, le soleil se lève et se couche avec les décisions qu'André prenait sur les lutteurs, s'ils les aimaient ou s'ils les aimaient pas. Est-ce que je me trompe? Ben, ça ressemble à ça pas mal, Martin. Puis en plus... là, vu que c'est une chronique sur André, moi, je vais t'inviter, Martin, à une fois de temps en temps, si tu as des anecdotes ou whatever en lien avec ça, t'es le bienvenu. Parce que c'est connu dans le business, André était pas nécessairement facile à travailler. Tu sais, c'était une grande attraction, fait qu'il prenait jamais de grands risques. Puis les grands lutteurs de l'époque, c'était pas nécessairement... facile une soirée contre André. Tu sais, un Big John Ça dépendait, C'est ça. Puis pendant sa carrière, André s'est lié d'amitié avec certaines personnes, mais il y a aussi eu des gars qu'André a détestés. À soir, on fait une liste des 7 gars qu'André aimait puis des 7 gars qu'André détestait. Intéressant. Mais je veux, si tu me permets, je vais le faire super rapidement, OK? C'est important de comprendre le contexte aussi à deux niveaux pour ce qui concerne André. Bon, la première affaire, c'est que André, c'était normal qu'il n'ait pas le niveau de patience d'un être humain normal parce qu'il fitait nulle part. Okay? J'étais nulle part, partout ce qui allait, le monde le lâchait pas. De un, à cause que, de son format, ben, tu sais, ce gars-là, il se promenait dans l'ascenseur, dans l'aéroport, tout le monde se demandait c'était quoi, s'il savait pas c'était qui, ce qui devait être très rare, de un. De deux, je m'excuse là pour les oreilles chastes, là, mais tu sais, André, là, quand il allait d'un hôtel, il pouvait pas aller à la salle de bain, là. Fallait qu'il fasse ça dans le bain, là. Vous voyez le genre un petit peu, là. Fait que, tu sais, ça prenait quelqu'un qui gérait aussi, qui gérait André, puis on l'a échappé, celle-là, les boys. On n'en a pas parlé dans le Coréron. Puis une des personnes qui a été le plus proche d'André the Giant, ça a été un ref à WWE, c'est Tim White. Il est décédé il n'y a pas longtemps. Tim White a été l'accompagnateur d'André pendant des années. Son chauffeur, son confident, son gars qui bouquait ses affaires, son gérant, ni plus ni moins, là, sans être son gérant. Puis il était très, très, très proche de lui. Puis il a toujours été très, très affecté. Et pour ceux qui se demanderaient c'est qui Tim White, on rappelle que c'est pas de son propre chef qu'il a dû faire ça, mais c'était lui qui était le fameux arbitre dans les segments de tentatives de suicide pendant l'Attitude Era. Segment probablement parmi les plus cringe qu'il y a jamais eu à WWE. Là. Puis à chaque semaine, il revenait, même si il passait dans un déchiqueteur à feuilles d'arbre ou un blender. Là. Fait que c'est ça, c'est une mission qu'on a faite, puis quand j'ai su le sujet de ta chronique, je voulais m'assurer de faire ça. Fait que ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire, André, il était en France, il a été découvert par Frank Valois, il s'est emmené à Montréal. Après ça, il a été découvert par à peu près tous les promoteurs sur la Terre. Et c'est là que Vince McMahon, senior, a pris en charge sa carrière et qui lui a fait comprendre, faut pas que tu sois dans un territoire, André, faut que tu sois dans tous les territoires. Et c'est lui qui est devenu son booker. Fait que c'est ce qui faisait en sorte que tu pouvais avoir André à World Class une semaine ou 2 semaines, puis après ça, il s'en allait dans le territoire Midwest de Bill Watts. Après ça, il pouvait aller chez Crockett. Ben, Crockett, je pense qu'il n'allait pas souvent. À AEW, peu importe. Il bookait André comme ça un peu partout. Pourquoi? Très simple raison. Tu bookais André, t'avais une salle pleine. Fin.
Plus d'autres questions, plus de rien d'autre à ajouter. Fait que c'est ça qui faisait invariablement aussi en sorte que André, c'était lui son propre boss. Puis André a été souvent lui-même le producteur de certains shows. C'était lui qui était en charge de tout. Là, le booking, c'est quoi l'ordre des matchs, qui se bat contre qui, finish, tout le kit. Là. Fait que Andre the Giant, c'était pas juste une attraction, c'était un monument dans le monde de la lutte, là, pour des raisons évidentes. Fait que ça explique un peu aussi pourquoi que si André disait ce gars-là, je l'aime pas, ben OK, c'est correct André, on va s'organiser avec ça. Voilà, c'était la petite mise au point que je voulais faire. Premièrement, boys, là, c'est pas vrai qu'André détestait l'Iron Sheik. Il haïssait le tuer, c'est pas pareil. Bon, OK. Mais il y en a une couple. Il y en a une couple qui haïssait de ce manière. Oh, oui, ben tu vas voir, on va y aller. Iron Sheik, là, lui, aimait ça jouer les toughs dans les vestiaires. Puis ça, André, lui, il aimait pas ça. Tu sais, quand un gars emmenait trop large, André se faisait plaisir de le ramener sur la terre, puis il faisait comprendre c'était qui le boss dans le vestiaire. Le Sheik, lui, avait la réputation d'être stiff avec les jeunes, puis André en avait assez. Fait qu'un soir, André a affronté le Sheik. Puis André, malgré les techniques de lutte du Sheik, là, vous pouvez trouver cette vidéo-là de ce combat-là sur YouTube. André a réellement foutu une volée au Iron Sheik. C'est tellement là qu'encore aujourd'hui sur Twitter, ça l'arrive au Sheik de déblatérer sur André. André l'avait solidement planté, puis le Sheik après ça, il a compris que on est smooth dans le ring, ça donne rien de stiffé jeune. André a toujours voulu se protéger. André détestait le Big Boss Man, Ray Taylor. Pourquoi? Trailer. Trailer. Du haut de ses 6 pieds 6, 325 livres, Bossman était imposant. Puis André a toujours cru que le Bossman essayait de voler sa place. Il n'y a jamais eu d'incident majeur entre les deux parce que Bossman a toujours évité André, mais il en reste pas moins qu'André le détestait. Quelque chose qui est plus spécial un peu, André détestait les Fabulous Freebirds. Parce que c'est connu que Michael Hayes, Terry Gordy puis Buddy Rogers, eux autres étaient reconnus pour faire des bouffonneries en dehors du ring. Les gars, souvent, ça se saoulait à la gueule, ça se présentait même pas dans les arénas. Puis André, lui, il jugeait que ces 3 gars-là étaient pas bons pour la business. Donc, quand il les affrontait, il se gâtait. Puis une fois, là, les Freebirds ils ont été trop sur la brosse pour prendre l'avion pour un show. Puis quand ils sont présentés le lendemain à l'aréna puis qu'ils étaient congédiés, André a dit au promoteur « Hey, aujourd'hui, c'est moitié prix, mais c'est moi qui les mets dehors. » C'est lui qui a annoncé aux Freebirds qui venait d'être congédié de la WWF à l'époque. Ouais, la première run, en fait, c'était parce qu'après ça, Michael Hayes est revenu, Terry Gordy est revenu aussi, a été l'executioner, ou je sais pas trop, là. Puis, voilà, donc c'était la première fois qu'il avait été collé hop, à la I, là. Ouais. André détestait l'Ultimate Warrior. Puis, je vais vous expliquer un peu. André, il l'aimait pas parce que, en plus d'être un lutteur qui jugeait médiocre, c'était un gars qui était très stiff. André roulait un programme avec le Warrior, puis il en avait assez de se faire stiffer. Ils faisaient tout le temps le même spot, les deux ensemble. Le Warrior faisait une corde à linge très, très stiff sur André. Puis André terminait ça d'un câble. Il se pognait d'un câble. Ça, les gars, c'est dur à faire, mais André le faisait souvent. Il n'y a pas de misère. Tu sais, tu t'écrases sur le 3e, tu ramènes le 2e par-dessus. Puis un soir, il y en avait assez. Fait que comme le Warrior, André savait que le Warrior revenait avec un clothesline. André est resté dans les câbles, mais quand le Warrior s'est approché, c'est un coup de poing sur la gueule qu'il a mangé. Le Warrior a été knock-out. Ben, en fait, moi, j'ai entendu Bobby Heenan raconter cette histoire-là. Il a pas soigné. Il a juste mis... Là, vous me voyez pas, là, évidemment, ceux qui vont écouter ça en podcast. Il a juste mis son poing comme ça devant lui. Fait que Warrior, il a rentré dans son poing, là. Mais il a pas soigné, là, tu sais. Il a juste mis son poing devant lui. Puis ça faisait plusieurs fois qu'il disait « Boss, ouais. Quand tu me donnes la corde à linge, t'es trop stiff, pendant le spot que tu parles. » Fait que ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est arrangé pour avoir un bras de lousse, puis il a juste mis son poing comme ça devant lui, puis Warrior, il l'a mangé dans la face. Puis ça a été fini après ça, ça a l'air que les clotheslines, il était pas mal mollo. Écoute... Ben, c'est les plus grosses mains que t'as jamais vues. Il était capable de lever une batterie de char d'une main en la poignant en terre, là. C'était gros de même, là, ses mains, là.
Une rivalité dans les coulisses qu'André a eue, c'est avec Randy Macho Man Savage. D'ailleurs, cette rivalité-là est dans le documentaire d'HBO. Une grande partie de tout ça, c'est que Savage mettait de l'huile pour bébé. Puis André détestait la quantité d'huile que Savage mettait parce que ça rendait tout glissant. Mais c'est pas parce que qu'André aimait pas quelqu'un qui aimait pas tout le monde, parce qu'un de ses bons buddies à l'époque, c'était Lanny Poffo. Mm-hmm. Les gars passaient des soirées ensemble dans le vestiaire à jouer aux cartes parce qu'André aimait ça. Mais dès que Macho Man rentrait, André changeait parce qu'il voulait absolument rien savoir de Randy Savage. Pour ceux que ça intéresse, le jeu de cartes préféré d'André, c'était le crib. Fait que c'était un gros, dans tous les sens du mot, c'était un gros joueur de crib. Voilà. Un autre que j'ai parlé l'autre fois qu'André aimait pas, c'était Big John Studd, parce qu'encore une fois, André avait peur un peu que John Studd essaie de prendre sa place. Mais André aimait du monde. Puis parmi les gens qu'André aimait, on retrouve Bobby Heenan. Ouais, c'est sûr. C'est son grand chat. Mais t'en as oublié un dans ceux qui haïssaient pour mourir, là. Laquelle? Jake the Snake Roberts. Parce qu'il avait peur des serpents? Non, parce que c'était un autre gars qui trouvait qu'il prenait ça un peu moins au sérieux, puis il y avait une couple d'accrochage. Puis, tu sais qu'est-ce qu'il faisait à Jake? Il pilait ses cheveux quand il tirait pour le relever. T'as-tu idée comment ça fait mal? Ben, ça fait mal, certain, si. Là. Toi, tu sais pas, Steve, là, mais JC, c'est ça, lui. Ben anyway, mais peut-être pas autant à haïr qu'un Iron Sheik, là, mais voilà. Ouais, mais oui, Bobby the Brain, c'est un de ses grands amis. Oui, puis même que ça a fait vraiment plaisir à André quand ils ont dit qu'ils s'en allaient bad pour travailler avec Bobby Heenan. C'est clair. Puis c'était match made in heaven. Là. C'est le gars que ça prenait André, là, parce qu'on le sait tous qu'André, sur le mic, c'était très laborieux. Il se débrouillait très bien en anglais pis tout, là, mais c'est sûr que avec on avait de la misère à le comprendre. Le meilleur ever, là, tu peux pas te tromper. Là. D'un bon chum qu'André a eu avec la lutte, puis c'est une amitié très, très, très solide. C'était avec Rocky Johnson, le père du Rock. André était vraiment ami avec lui. Puis leur amitié n'était pas uniquement une affaire de vestiaire. Là. Souvent, André allait rendre visite à Johnson chez eux. D'ailleurs, il est arrivé à plusieurs reprises qu'André aille travailler dans le territoire de la famille Johnson-Mavia parce que ça leur permettait d'avoir des bonnes gates. Oui, c'est à Hawaii, en fait. Puis souvent, c'est parce que l'affaire qui arrivait avec Hawaii, c'est que les gars, ils allaient faire le Japon, puis ils arrêtaient à Hawaii, en revenaient. Fait que ça coupait le voyage en deux, faisait de l'argent, puis après ça, ils s'en revenaient aux States. Oui, puis André, c'était une de ses façons de redonner à ses amis. Fait que lui, il était bien content quand l'aréna était pleine parce qu'il était là. Un autre gars que André, puis ça, je l'ai appris, puis j'ai fait comme j'astique, c'est vrai, tu sais, qui était bien ami avec André, c'est Bret Hart. Oui, ça, tout à fait. Ben, même André allait travailler pour son père aussi quand il était Oui, puis à ses débuts à WWF, il arrivait souvent que Bret voyage avec André. Les deux ont travaillé d'ailleurs à Milan en 89, puis ce combat-là figure sur le coffret de DVD de Bret Hart, de Dungeon Connection. Pour ce combat-là, Bret était bien nerveux puis il comprenait pas comment ça fait qu'il luttait contre André jusqu'à temps que le booker il dise que c'était André qui avait demandé de travailler avec Bret. Nice, très nice. Un incontournable, puis c'est un des bons chums d'André, puis encore aujourd'hui, ce monsieur-là, quand il parle d'André, il vient les yeux pleins d'eau puis il pleure. C'est Vince McMahon. Ben ouais, on dira ce qu'on veut de Vince McMahon, que c'est un trou de cul, whatever. Ce gars-là avait une relation particulière avec André. C'était vraiment deux chums. Vince McMahon était vraiment à un point tel là, qu'il aimait André qu'il le considérait comme un membre de sa famille. Ben ouais, tu vois plein de photos d'André avec Stéphanie quand elle était petite puis tout. Puis tu sais, moi je pense que Vince là, il y a eu deux relations de même, Taker puis André. Ouais, c'est les deux gars, tu parles de ces deux gars-là, tu sais, puis pour tout ce qu'ils ont donné. Tu sais, André, là, quand il a fait même Mania 3, là, il était scrap, là. Il était scrap, il y avait une gaine, tu sais, écoute, là. Puis jusqu'à ce qu'il se rentre dans le ring, puis tout, là,
Même Vince savait pas ce qu'André était pour faire dans le ring. Puis Hogan, il tripait pas, là. Hey, il avait lay out le match, il avait dit bon, regarde, puis le body slam, je l'essaye, tu tombes sur moi, compte de 2, tu penses que c'est 3, tout ça, mais il n'y a jamais eu de ouais, ok, Terry, c'est ça qu'on va faire. Non, jamais. Là. Jusqu'à temps qu'il débarque du petit char avec les Federettes, là, Hogan, il sait pas qu'est-ce qu'André va faire. Exactement. Puis Hogan en a parlé dans tellement d'entrevues, dans tellement d'émissions différentes de cette histoire-là, à quel point ça le rendait nerveux, ce combat-là. Puis pire que ça, là, tu sais, je dis qu'à Mania 3, André, il était scrap. Il a fait Mania 6! Oui. Il a fait Mania 4, Mania 5, Mania 6, puis il est même à Mania... c'est à 7 ou est-ce qu'il vient aider Big Boss Man, puis il marche avec des cannes? C'est à SummerSlam qu'il a aidé Big Boss Man, je pense. T'es sûr? Il me semble que c'est dans un Mania. En tout cas, peu importe, mais tu sais, 4-5 ans plus tard, il est encore là. Fait que tu sais, quand tu dis ce gars-là, sa passion, c'était la lutte, c'est ça, là. Tu sais, puis je suis certain que Vince tripait pas, là, de dire, ben oui, OK, on va te trouver un spot, André, whatever, puis il avait pas besoin d'argent, là. Dans les amitiés d'André, une qui est plus particulière parce que c'était un enfant quand elle a rencontré André la première fois, c'est Stephanie McMahon. Ouais, c'est clair. André était réellement un ami de Stephanie McMahon, même que souvent, il l'emmenait manger au restaurant. Puis il y a même du monde qui pensait que c'était la fille André. Mais non, André a une fille, par exemple. Oui, absolument. Absolument. Dans les autres personnes que André aimait, malgré une certaine animosité entre les deux, André avait un très grand respect pour Hulk Hogan. Non seulement Hogan tient la carrière d'André en haute estime, mais il reconnaît aussi que André a mis Hogan au monde en perdant à WrestleMania 3. Ben, c'est la passation du flambeau. C'est la manière d'André de dire à business, pas juste à Hogan, mais dorénavant, le gars que vous allez booker pour remplir des salles, ça va être Hogan. Ouais. Fait que je vais perdre contre lui. Là. Mais c'était pas la première fois qu'Hogan le slammait. C'était pas la première fois qu'André était slammé non plus. Il y en a eu. On va en parler, Martin, à la fin de ça. Check bien ça. Okay. Parce que André aimait également ben gros The $1 Million Man, Ted DiBiase, puis ils s'entendaient vraiment bien. Les deux, à un point tel que André avait demandé de faire équipe avec DiBiase à la WWE à la fin. Ouais, Mania 4. Faire équipe à Mania 4, là, c'était comme DiBiase, il avait acheté la ceinture de lui, supposé, là, ou en tout cas, il était pour la gagner pour lui, puis il l'achèterait, puis tout le kit. Oui. Très peu de lutteurs peuvent se vanter d'avoir levé André, mais c'est arrivé. Kamala a levé André. Hogan l'avait déjà levé. Ouais. Puis il y a un autre gars qui a levé André. Puis André n'était pas nécessairement un fanatique de ce gars-là. Puis André là, avait peur de deux gars dans la vie. Je sais où tu t'en vas. Complètement. Puis il y en a un qui l'a levé. Puis André, c'est le gars que j'ai vu de mes yeux lever André de façon incroyable parce qu'il l'a accoté sur son épaule. C'est Harley Race. Ouais, absolument. Harley Race, lui, est considéré comme un moyen tough là, dans le monde de la lutte. Là, probablement, après à coup, là, Harley Race, probablement le deuxième plus tough. Ben, c'est dans son prime, on s'entend. Ouais, c'est ce que j'ai tombé là-dessus, une entrevue de Bobby Heenan, justement, puis c'est Heenan qui raconte les gens qu'André aimait, puis les gars qu'André détestait. Puis Heenan, lui, c'est ce qu'il dit, c'est que André, il y a un gars qui l'a mis knock-out, puis c'est Blackjack Mulligan. Oui. Dans un combat de lutte. Non, mais il l'a fait dans une chambre d'hôtel aussi. Une chambre d'hôtel aussi? Oui. J'ai entendu Mulligan le raconter, là. OK. Il y a Bad News Brown qui avait défié André. André n'a pas sorti d'un autobus. Au Japon, ça. Puis c'était quoi la raison? C'était une affaire de handwork, quelque chose comme exactement. ça. Exactement. Puis, Alan Coage, de son vrai nom, là, Bad News Brown, qui est un judoka olympique. Là. Il est allé voir le chauffeur du boss. Il a dit arrête le boss. Il est allé voir André. Il a dit viens avec moi dehors. Puis André a dit donc c'est correct. Heenan raconte dans l'entrevue que c'est ça, qu'André avait peur de seulement deux gars. Puis t'avais Harley Race, parce qu'Harley Race, il était souvent armé, puis des affaires de même. Ouais, c'est un malade. Harley Race, il emmenait large dans un vestiaire, mais Harley Race, ça a l'air qu'il baissait les yeux quand King Tonga était dans le vestiaire. Fait qu'André respectait énormément King Tonga. Il a été champion par équipe avec.
Oui, à Mania 6, il était avec lui. Je te compte un autre... Ils ont perdu à WrestleMania 6 contre Demolition. Troisième three-peat. Mais je te... C'est là que... Vas-y, c'était Martin. Non, vas-y. Ben, c'est là que l'association avec Bobby Heenan s'est terminée. Oui, exactement. C'est là qu'il a eu son face turn pour sauver la face puis pouvoir s'en aller into the sunset puis tout. Je te raconte une autre anecdote. C'est probablement à l'époque dans le territoire probablement de Bill Watts, je dirais. Kamala était là. Dans ce temps-là, Kamala, il s'appelait Sugar Bear Harris. Et, parce que son vrai nom, c'est Harris, mais je ne sais plus, c'est James Harris ou quelque chose comme ça. Puis, fait que c'était avant que Jerry Lawler il fasse ses barbeaux puis qu'il l'appelle Kamala, puis tout le kit avec Kimchi, puis toutes ces affaires-là. Puis, à un moment donné, l'histoire que Kamala raconte, c'était que André avait tenu des propos pas très élogieux au sujet de Kamala. Et on tourne encore un peu autour de la thématique du N-word. Mais là, on était à une autre époque aussi. Là. Faut pas oublier ça. Là. Mais c'est pas correct pareil. Là. Je veux pas... Écoute, André, il était pas parfait. Là. Puis ce que Kamala a fait, c'est d'en aller dans le locker. Puis il est arrivé d'en face à André avec un gun. Puis il a dit, regarde, ça finit ici, cette histoire-là. Je veux rien savoir de ça. Puis regarde, si on est pour travailler encore, je vais être un professionnel. Puis tout. Mais ça, t'arrêtes ça là. Puis ça a l'air que ça finit là. Fait que, mais ça a pris un gun, là. Ouais. James Arthur Harris. James Harris, c'est ça. C'était ça, André le Géant. Il t'aimait ou il t'aimait pas, mais quand il t'aimait pas, tu le savais qu'il t'aimait pas. Ouais, non, c'est ça. Puis tu sais, il y avait... tu sais, là, parce que je sais qu'il était bien chum avec Dusty Rhodes aussi. Je sais qu'il était bien chum. Peut-être ça a changé après avec Blackjack Mulligan, parce qu'ils ont travaillé énormément ensemble. Écoute, les histoires, on pourrait faire probablement... Puis écoute, si vous n'avez pas vu le documentaire basé sur le livre de Bertrand Hébert puis de Pat Laprade d'HBO, allez voir ça, là. Parce que c'est le documentaire le plus complet qui a jamais été fait sur lui. Tu sais, tous les autres documentaires qui ont été faits, la I puis tout ça, c'est toujours la même histoire. Il restait à Grenoble, puis après ça, il a été déménageur, il a joué au rugby, puis il a découvert le catch, puis il s'est emmené à Montréal. C'est toujours la même affaire. Mais quand tu regardes le documentaire d'HBO, tu rencontres son neveu qui est à Montréal, tu rencontres, il y a beaucoup plus d'étoffe à l'histoire. D'ailleurs, kudos à Bertrand Hébert puis Pat Laprade, parce que c'est le travail le plus exhaustif qui a jamais été fait sur André. Puis si vous n'avez pas... il y a évidemment le livre, mais le documentaire sur HBO aussi. Le produit par HBO, il est vraiment cool. Tu disais Crave, JC, je pense? Oui, je pense que c'est disponible sur Crave. Bon, parfait. Le documentaire de HBO. Bon, ben, si vous avez la chance de regarder ça. Encore une fois, mon cher JC, un gros merci à... mon cher Steve, un gros merci à toi. Toujours aussi intéressant. Tu iras voir l'affiche du show, je ne sais pas si tu l'as vu, mais... Ouais, André me tient. Ouais, tu te fais serrer les ouïes par André. Fait que les amis, on va faire une très courte pause et ça va être la réintroduction d'un segment que j'ai pas fait depuis trop longtemps avant d'aller faire Scrapamania. Et je parle bien sûr de la gamique de marde. When's the last time somebody said, hey, did you see the sports entertainment matches on TV last night? It's fucking wrestling. Cette semaine, ça fait longtemps en plus que je veux en parler parce que j'ai déjà parlé du fils de George Goulis. Tu sais, le bon vieux classique là, des fils de promoteurs pas bons. Ben, on va parler d'un autre parce que cette semaine, je vous parle d'une équipe qui a vraiment pas fait long feu à la WWE, quoique un des deux membres de l'équipe a quand même roulé sa bosse assez longtemps. Je vous parle puis il y en a peut-être qui se rappelleront pas de ça ou je vais vous rappeler des souvenirs. Je vous parle de Techno Team 2000. Alors, mes chers amis, c'est une équipe qui a été au sein de la World Wrestling Federation, la WWF, de 95 à 96. On est venu prendre une petite tasse de café. Et c'était composé de deux personnages qui s'appelaient en fait Travis et Troy.
Et oui, ça donnait TT 2000 sur le chandail, là, puis tout. C'était quétaine as fuck, là. On sort tranquillement, on s'approche de l'Attitude Era, puis on sort tranquillement là, des personnages, là, le plombier, le vidangeur, tout ça. Et là, ben, leur gimmick à eux autres, c'était un peu... Le concept, c'était de dire que ils venaient du futur. Ouais, ça se voulait futuriste un peu. Ouais, c'est ça. Et ils sont arrivés parce que Troy, de son vrai nom, Eric Watts, était le fils de Cowboy Bill Watts, qui est un promoteur légendaire, qui a été un worker extraordinaire des années 60 aussi, qui a fait le Madison Square Garden avec Bruno Sammartino et tout ça. Alors, l'équipe était composée de Troy, qui était Bill Watts, 6 pieds 6, et de Travis, qui est un worker du nom de Chad Fortune. Chad Fortune, c'est qui ce gars-là? Ben, ça me fait rire à chaque fois. C'est un ancien chauffeur de Monster Truck et de football qui est devenu lutteur professionnel et qui a travaillé du côté de la WWE et du côté de la WCW. Mais on passe, c'est tout ce que je vais vous dire sur Chad Fortune parce que on s'en calisse. Par contre, ben Bill Watts, lui, c'est un gars Eric Watts, c'est un gars qui a roulé sa bosse quand même. Il portait une espèce de comme tu l'as dit, JC, la gimmick derrière ça, c'était de prétendre qu'il venait du futur. C'était une équipe qui était babyface et ça cadrait vraiment dans ce qu'on appelait à l'époque, ça va vous sonner une cloche, la New Generation. Tu sais, fait que t'avais autant Bret Hart que Razor, que un paquet. Tu sais, on s'en allait de Hogan puis Junkyard Dog, puis on voulait se dissocier de cette époque-là carrément. Mais, oui. C'est ça, Martin. Techno Team 2000, ça se voulait futuriste, mais il était loin de rendre le futur intéressant. Non, c'est ça, exactement. En fait, la phrase qui était utilisée quand on parlait d'eux autres, c'est que c'était eux qui étaient pour amener la New Generation au 21e siècle. Rien de moins que ça, là. Hey, c'est big, ça, comme déclaration. Ça, c'est... puis bon, il y avait l'air jeune, tout ça, fait que c'était parfait. Puis il avait été introduit dans le bon vieux WWF Magazine. C'est comme ça qui avait été amené. Ils ont commencé, écoute, ils n'ont pas commencé à nulle part. Hein? Ils ont commencé, premier match, c'était un house show à MSG. Ils étaient contre les Heavenly Bodies, c'est-à-dire Tom Pritchard, le frère de l'autre, et Jimmy Del Rey, ou, excusez-moi, Gigolo. Jimmy Del Rey. Quel déhanchement il y avait, ce gars-là. Hein? Historique. Je les aimais, moi. Moi, j'aimais Jimmy Del Rey. Tom Pritchard, c'était plus un coach que d'autres choses. Mais bon, voilà. Et première apparition à Superstars, c'est en 1995 contre nul autre que, figurez-vous donc, mesdames et messieurs, Barry Horowitz et le Brooklyn Brawler. Rien de moins. C'est du jobber de luxe, là, on va se le dire. Selon Watts, le père, ce qui s'était fait dire par la WWF, c'est que les intentions de la WWF, c'était de lui faire avoir une run de 2 mois avant d'en faire les champions par équipe. Mais, écoute, c'est pas plus compliqué que ça, là. Ça a fait patate. Ça a jamais été over. Le monde les huait. Le monde riait de ça. Fait que là, tout ça concordait avec... Vous vous souvenez sûrement, ça concorde aussi un peu avec l'arrivée de Jerry Lawler à Raw comme commentateur suite au départ de Macho Man. Il y avait eu un deal qui avait été fait par Vince McMahon avec la USWA, donc le territoire de Jerry Jarrett, justement, le père de Jeff, et Jerry the King Lawler, c'était anciennement le territoire de Memphis. Et ce qui est arrivé, c'est qu'après qu'il ait été 2 mois à la WWE, ils ont été envoyés à la USWA. C'est un peu l'équivalent de OVW ou de NXT à Star, là, mais tu sais, c'était pas mal plus club-école que d'autres choses, pour justement s'améliorer. Je vous rappelle qu'il était question de lui donner la belle 2 mois plus tard. Là. Fait que ils sont en allés à USWA. Ils ont eu des programmes avec... les Bushwhackers. Et bon, ça donne un peu une idée de où est-ce qu'ils se situaient dans l'échiquier, mettons, du booking de la WWE. En 96, ils les ont ramenés. Et ils ont... Écoute, rien de bien spécial à dire. Ils ont perdu contre, entre autres, les Body Donnas. Et, regarde,
leur absence n'a absolument rien changé. Une couple de journées plus tard, après leur retour, sur WWF Superstars, ils ont perdu contre les Smoking Guns. Et la dernière fois qu'ils ont été vus, c'était à Raw, la même année, 96, le 3 juin. Ils ont perdu contre les Godwins et par la suite, ils se sont fait calistrer dehors de la WWF. Par la suite, ils ont essayé de relancer un peu leurs affaires. Ils ont fait un peu de lutte indie. Ils sont allés au Japon. Début 2000, ils ont travaillé. Dusty Rhodes avait une promotion à l'époque qui s'appelait Turnbuckle Championship Wrestling. Regarde, en gros, là, ça n'a rien fuck all donné. Ils ont eu une petite run à TNA quand ça a été fondé, Total Non-Stop Action. Puis après ça, regarde, Chad Fortune, il a dit à Eric Watts, fuck you, je retourne chauffer des Monster Trucks. Ça a été pas mal ça, je vous dirais, l'histoire de leur run. Pour ce qui concerne Eric Watts, par exemple, je veux pas faire une chronique de lutteur d'Eric Watts, mais c'est un gars qui a travaillé à WCW, à WWE, à Extreme Championship Wrestling, à All Japan, à Total Non-Stop également. C'est pas compliqué. C'est un cas classique de son père le voyait comme meilleur que ce qu'il était vraiment. Puis partout ce qui est passé, on l'a constaté. C'est pas plus dur que ça. Toutes les breaks qu'il y a eu, c'est à cause de la réputation de son père. Puis regarde, il y en a qui ont bénéficié des mêmes breaks puis ça a donné quelque chose, là, mais pas Eric. Puis pas Techno Crap 2000. Alors, voilà. Mais il y en a encore de même. Hein? Ah oui, il y en a encore de même. Oui, on sait que tu parles de Dominique Mysterio. C'est correct, Steve. On le sait. Mais, Martin, juste pour revenir sur quelque chose que tu as dit, cette semaine, puis la semaine passée, j'écoute bien gros de la USA All-Star. C'est une fédération de lutte aux États-Unis qui roulait dans les années 80. Puis Barry Horowitz, il est là. Je sais qu'il travaillait encore. Mais il est là à ces époques-là, c'est en 83 à peu près. OK. Je pense qu'il fait encore des indie shows des fois. Son nom de lutteur, c'est Bret Hart. Mais Bret avec 2 T. OK. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Hey, tout est dans tout, puis on va vous en faire encore plus la preuve, chers amis, que d'ordinaire, parce que là, moi, je suis excité parce qu'on s'en va écouter, puis regardez surtout Scrapamania. JC, j'ai rien à ajouter. Tu le sais que je trippe sur ton petit segment. Et non, mais c'est parce que, écoute, il y a vraiment des pièces, de grandes pièces d'anthologie. Puis moi, ça me... Hey, il y a un gars qu'on n'a jamais vu à date dans Scrapamania. Et écoute, on s'en va du côté du Lex Express. On est en pleine tentative par Vince dans la foulée du FBI qui court après, puis tout le kit, puis Hogan qui décide d'aller faire des films, puis toute la patente. Et là, écoute, si vous avez jamais vu une figurine qui a l'air d'avoir, excusez, là, boucher les oreilles des enfants, un tas de marde sur le chest, vous allez le voir direct là. C'est une stretch figure, c'est épouvantable. Puis on dirait que ça a été encerclé au feu, là, au niveau de la poitrine. Vraiment, là. On dirait que sur le chest, il y a un petit cadeau à papa. Ouais, carrément, là. Puis écoute, tu peux l'étirer jusqu'à 3 fois sa grandeur. Ouais. C'est quand même impressionnant. Fait que sa figurine, dans le fond, a fait le contraire de sa carrière. Ça s'est pas étiré pantoute. Ouais, c'est ça. C'est comme cette push-là, là, ça n'a pas levé. Mais ce qui est drôle de la figurine, là, c'est que c'est marqué en bas à droite « Just Toy ». Ouais. C'est quelqu'un qui pensait que ça parlait, quoi, cette affaire-là? Je sais pas. C'est le fabricant? Non, c'est la marque qui faisait la bebelle, là. Mais effectivement, c'était... en tout cas... Il a vraiment l'air d'avoir un tas de marde sur le chest. Excusez, on continue. Puis là, on s'en va du côté... celle-là, je pense que c'est ma préférée de toutes de cette run-là. Messieurs, vous avez des problèmes de performance?
Ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien dans votre vie? Vous avez besoin d'un petit coup de pouce? D'un petit peu de pesage? Ben, fiez-vous sur les Four Horsemen pour vous vendre un paquet de 100 pilules qui va tout vous régler ça. Hey, sais-tu... Hey, moi, tu me mettrais jamais ça dans le corps, là. 19,95 plus 4 piastres sur NWA One American Way à Roanoke, en Virginie. Ça s'appelle le Top Performance System Power Formula Plus. Mais on n'a aucune calice d'idée qu'est-ce que ça fait, là. En effet, on n'a aucune idée. Je savais pas que ça existait. Je suis tombé là-dessus aujourd'hui, Martin, puis je me voyons donc. Puis je suis d'accord avec toi, c'est le genre de cochonnerie, je suis pas sûr que je mettrais dans mon corps non plus. Non, puis je ne sais pas si c'est pour retrouver l'étalon en toi, mais non, tu me mettrais assuré. Moi, je pense que ça doit figurer dans les paquets de cossins que Ric Flair a essayé. Ça doit être le fuel de Space Mountain. Ah, voilà. Si tu veux aller sur Space Mountain, prends du Power Formula Plus. Ouais, c'est ça, depuis... mais ça, attention, risque de perte de cheveux. On continue ça, mon JC. Et là, je pense que je le sais. On le dit, ça fait longtemps. Le pire marchandiseur de l'histoire de l'humanité, de tous les lutteurs, c'est évidemment The Immortal Hulk Hogan. Et là, je pense bien que je sais c'est quoi, mais JC, je te laisse nous expliquer. C'est quoi cet hostie de cossin-là? Ben écoute, tu sais... Hulk Hogan, comme merch à WCW, on en a parlé dans le tout premier Scopomania, je t'avais dit, il est allé voir le gars du marketing, il dit « Hey, j'ai une bonne idée, on va faire un soulier qu'on va faire chauffer de la bouffe dedans. » Puis le gars, il a dit « Hey, ça, c'est une bonne idée. » Fait que, mais ça, c'est un jeu vidéo. Arrête, c'est pas un jeu vidéo, mais moi, je pensais que c'était... Il y a un petit écran. Ben, un petit écran? Calvaire! Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit « OK, Hulk Hogan est rendu un Teletubbies. » Non, mais moi, je pensais que ça serait un lecteur d'MP3 cheap, là, tu sais, que tu pourrais mettre 4 tunes là, avec Obey Your Parents. Là. Mais tu vois, sur la troisième photo, c'est ça, tu vois, il y a les contrôles, le haut, le bas, les flèches à gauche, à droite, tu sais. Mais c'est ça, c'est une espèce de petit jeu, c'est comme les jeux portables qu'on achetait, là, que j'ai déjà présenté dans les chroniques. Là. Mais écoute, puis là, si tu regardes le personnage d'Hogan avec ce jeu de marde-là, là, ça date d'NWO, là. On n'est pas en 86, là. Exactement. Ah, c'est de la solide marde. Non, écoute, c'est... Moi, je pensais que c'était un lecteur MP3 qui avait juste une affaire qui jouait dessus. J'aurais aimé ça de dire ça. Ben, je pensais que c'est ça qui jouait dessus, puis tu pouvais l'avancer, le reculer, le refaire jouer. And what you gonna do when Hulkamania run wild on you? Je pensais que c'était ça, mais non, c'est pas ça. Quel cossin, quelle cochonnerie. Écoute, en tout cas, on continue, mon cher JC, parce qu'on en a quelques-uns quand même cette semaine. Et là, ça, pauvre Sting, qui est, écoute, la victime, parce que moi, là, tu sais, Sting, c'est un born again, c'est un gars qui a changé sa vie, tu le quittes. C'est pas un Hulk Hogan. Tu sais, Sting, il passait pas ses fins de semaine à se dire, bon, quel style de cossin qu'on va vendre aux enfants. Je suis sûr qu'il faisait ça moins, en tout cas, que Hulk Hogan. La preuve, il a pas fait de style de soulier faire chauffer tes pizzas pochettes. OK? Mais là, encore une fois, ça ici, c'est quoi? Peux-tu nous dire ce qu'est un fly body? Le fly body, ben écoute, c'est une figurine qui a pas de torse. C'est aussi simple que ça. Les bras et les jambes semblent s'étirer un peu. Ils en ont fait d'autres. Il y avait Hulk Hogan, Goldberg. Je pense qu'il y a 3 modèles. Ouais. Je pense que celui-là de Sting parle par lui-même. Là. Puis tu sais, pourquoi ils ont pris la face de Asuka pour faire ça? Ouais, ben c'est un peu ça. Puis tu vois, ça dit sur l'emballage, ben tu peux juste les lancer. T'sais. Ouais, fling 'em, fly 'em, c'est fligner, c'est comme un peu comme un élastique là. Ouais, slingshot, ouais, fly body, voilà, c'est ça. Et on va se le dire là, JC puis Steve là, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais tu sais, moi je considère que surtout à l'époque du Crow là, tu sais, Sting c'est le personnage dont c'est le plus difficile de scraper la face. Tu peux pas scraper sa face. C'est un gars avec les cheveux longs, la face blanche puis les barbeaux. Ben, tu sais, Martin, je peux te prendre à défaut des milliers de fois. Ben, en tout cas, regarde, moi, avant que tu me prennes en défaut, je vais finir ma ligne.
ça a beau être celui que je pense que c'est le plus facile à reproduire, c'est celui qui se fait le plus scraper. Ouais, la chronique est pas finie. Ah non, je le sais où est-ce qu'on s'en va, inquiète-toi pas, mais c'est parce que c'est une autre époque, par exemple, où on va, là, tu sais, c'est ça. Ça, c'est une des affaires les plus inutiles que j'ai jamais vues depuis que tu fais Scrapamania. La WCW NWO Bash Brick. Ouais, ça, c'était une brique de mousse pour frapper. Hein. Ah, c'est ça. Tu sais, vraiment, là, tu sais, c'est comme, hey, t'es tanné, c'est une stress ball, mais c'est une brique. C'est ça. Je pense que les gens achetaient ça pour la lancer sur le ring, des choses comme ça. Ouais, puis, ben ouais, mais là, j'espère qu'elle vendait pas 20$, là. Je ne sais pas, Master est 150$ sur eBay. Il faisait comme au Peel Pub, tu sais, t'as pitché dans le ring. Peel Pub, il faisait ça avec le spaghetti, eux autres, là, tu sais, t'en allais au Peel Pub le jeudi soir, tu dis, on va prendre le spaghetti à 2$, puis il t'arrivait déjà coupé, Bon, OK, ça existe plus, c'est pas fin. Mais, en tout cas, moi, tu sais, vraiment, puis le pire, c'est que, juste parce qu'il y avait le logo NWO dessus, là, il devait en vendre. C'était un rectangle de mousse. Ah ouais, il devait en vendre. C'est clair qu'il en vendait. C'est sûr et certain. On continue ça. Où c'est qu'on était? C'est quel qu'on vient de faire, là, nous autres? Là? Bon, parfait. Le Bash Brick. Ouais, on s'en vient ici. Bon, je continue. Je le refais. Qu'est-ce que tu peux construire et marchandiser qui va le plus incarner la force destructive, la puissance, la virilité, la monstruosité, la force brute de Goldberg? Un téléphone! Exactement, en forme de char! Aux couleurs d'Hulk Hogan. Et en plus, ça se dit que c'est cave! Écoute, c'est un trio complet, là. Écoute, c'est sûr que tous les fans de Goldberg en ont un. C'est-tu pas que la petite marde, ça, Joe? Tu sais, t'as-tu déjà vu un téléphone qui a l'air plus cheap que ça? Même le téléphone de Kane, il avait l'air plus badass que ça, là. Ouais, en effet. Il avait l'air un peu plus gros, celui-là, il a l'air petit. Je suis sûr qu'il n'y a rien en dessous, parce que tu vois sur l'image, quand tu es en dessous de l'auto, c'est directement le combiné. Ben oui. Fait qu'il n'y a pas de base, ce téléphone-là. Il est la base. il est C4 blocs. Le pire, là, Goldberg n'a jamais eu ces couleurs-là. Ben non, il était noir et blanc. Il avait ses culottes noires, la petite bordure blanche, puis son logo là, tribal, ses fesses. C'est tout. Et ça c'est vraiment... La couleur jaune, ça vendait beaucoup à WCW. Ouais, c'est ça. Ah non, mais sérieux, c'est pas que la petite cossin de vidange. Puis tu sais... Moi, je reviens, là, je fais toujours la même joke, mais moi, tu sais, s'il y a bien de la merch qui m'inspire aucunement la force destructrice de quelqu'un qui perd jamais comme Goldberg, il y a bien un téléphone puis un frisbee, sacrément, là. Ça n'a aucun bon sens. Ouais, c'est ça. Bon, là, si on s'en va dans des affaires qui, d'après moi, sont un petit peu plus collector's item. Tu sais, moi, je connais pas ça, là. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire de la marque Cutie? Attends une petite minute, là. Je veux juste revoir où j'en suis dans mes affaires. Je suis un petit peu en retard là-dessus. Bon. T'as été traumatisé. T'as reçu un appel sur ton téléphone de Goldberg? Non. C'est parce que j'ai perdu ma liste. Ah ouais, mais là, tu t'en rappelles, là. On revient à Sting, Surfer Sting, JC. Ah ben oui, les Cutie. Ouais, c'est quoi ça, cette marque-là? Ça, c'était des figurines d'insectes que tu assemblais toi-même. Ça se vend encore, je pense. Là. C'est très, très, très populaire aux États-Unis. Okay. Là, ben, eux autres, ils ont mixé ça avec un scorpion, Surfer Sting. Ils ont fait un T-shirt. Regarde, je vais le montrer. C'est vraiment écoute, on dirait qu'il a déjà été trop lavé. Alors, le Cutie T-shirt de Sting. Wow! On en parlait tantôt. Ce gars-là, la merch, ça n'a pas été un gros succès. Mais c'est ça. Tu vois, sur l'image, la petite fille, elle tient la figurine Cutie. Tu vois, les pattes sont placées de la même façon que le scorpion. Puis bon, on voit les petites couleurs pastel. Hey, c'est vraiment de la scrap, sérieusement, là.
Écoute, dans la même lignée, la semaine prochaine, j'ai un chandail des Steiner Brothers qui va être assez solide. Ah, bon, ben parfait. Ben, écoute, c'est comme toujours, tu déçois jamais, JC. Merci de ce superbe segment. Nous autres, on fait une petite courte pause pour closer le segment JC, puis on vous revient tout de suite après. Ça va être les deux tunes. Des fois, dans la vie, t'essayes de peser sur un piton puis ça marche pas, là. Ben, ça vient d'arriver. Hey, ça a l'air que ça arrivait souvent avec les téléphones de Goldberg. Ah oui, ça, c'est j'avoue. Hein. J'imagine aussi que le téléphone à Goldberg, il est installé comme un char. Quand il sonne, tu fais juste le lever puis répondre. Ah ouais, c'est sûr que quelque chose. C'est sûr? Ouais, là, c'est sûr, JC, si t'es sur mute, ça va être plus dur de t'entendre. Là. Ça, c'est... Allô? JC aussi, il y a des problèmes de piton. Ça a l'air à ça. Hein? Hey, ça a chié pour tout le monde. Ben justement, on va prendre une petite pause musicale, les copains, parce qu'on va aller écouter... ben là, écoute, hein, comment ne pas aller du côté de Riddle et de son thème, bien sûr, parce que JC a geeké out bien raide avec Riddle. Et ça va être suivi d'un blanc. Parce que je m'en rappelle fuck out. Johnny Gargano. C'est exactement ça. Rebel Heart, je pense, le titre. Fallait juste que tu me restartes, là, peser sur le piton. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est Rebel Heart, c'est son thème actuel, en fait, parce que quand il a terminé à NXT, c'était le thème de The Way qu'il utilisait. Ouais. Mais là, il est revenu ce lundi à Raw avec ce thème-là. Bon, ben, les amis, on est rendu au segment Les deux tunes. On vous retrouve tout de suite après pour le close. Bro.
316 says I just whipped your ass. Hey, on nous informe, chers amis, c'est JC qui a dégoté ça avant qu'on aille du côté du close. Breaking news, parce que, semblerait-il, selon PW Insider, et j'ai eu le temps de lire l'article au complet, qu'on parlait pendant les actualités au départ, on parlait du fait qu'il était censé y avoir un gros meeting du côté de AEW préalablement à Dynamite ce soir. Et effectivement, ça a eu lieu, mais écoutez bien, ça l'a. Tony Khan aurait mentionné aux talents qui étaient sur place, il y avait du management aussi, que la numéro 2, comment qu'on va dire ça, d'un point de vue administratif de la AEW, c'est une dame qui est en fait en charge, qui est Chief Legal Officer, donc qui est en charge de toutes les considérations légales de l'entreprise, aurait envoyé un courrier électronique à non seulement Stephanie McMahon, mais à Nick Khan aussi, qui est co-CEO de la WWE, de ne pas marauder auprès des workers de la AEW. Ça s'invente pas. Voir que tu irais dire une affaire de même à tout ton talent, c'est assez spécial. Une chose qui est sûre, en tout cas, c'est que le moins qu'on puisse dire, c'est que Tony Khan est définitivement quelqu'un qu'on peut considérer, je dirais, d'excentrique un petit peu. Paraîtrait-il également que dans le meeting, il aurait été fait mention par Tony Khan du fait que l'industrie de la lutte on peut considérer que maintenant l'industrie de la lutte n'est plus dominée seulement par la WWE. Ouais, des petites nouvelles pour toi, mon Tony, mais il te reste encore des croûtes à manger. Là, on va se le dire. Là. On parle du même gars qui, la semaine passée, disait qu'il se faisait comparer à Paul Heyman. Paul Heyman, là. Ouais, c'est ça. On parle du même gars. Écoute, il y a un talent en fin de semaine sur Twitter, je me souviens pas du nom, là. Je pense que c'est Garcia, Daniel Garcia, il s'est comparé à The Rock. Ah, oui. Daniel Garcia, là, c'était sûrement work, là, mais tu sais, compare-toi pas à un des entertainers les mieux payés de la planète, s'il te plaît, là, avec ton wife beater et tes petits culottes tête, là. C'est un bon worker, Garcia. Pas de trouble avec ça, mais compare-toi pas avec The Rock, s'il te plaît. Là. Hey, les boys, on arrive déjà à la fin de cette édition. Un gros merci à vous deux. Merci de vos chroniques respectives. Moi, ça m'a fait du bien un peu de... Wawa Tatawa qui dit c'est qui Daniel Garcia? Exactement. Tu t'es auto-répondu. La réponse est dans la question. C'est un gars qui mérite pas encore de se comparer à The Rock, même en work. Donc c'est ça, merci messieurs, très cool de vous retrouver cette semaine. Moi je dois déjà vous annoncer que la semaine prochaine je ne serai pas des vôtres et c'est pour une raison fort simple, c'est que je vais participer à la 100e édition des Mercronspi, déjà 100 épisodes c'est incroyable de cette folie-là. Alors écoute, vous vous doutez bien que j'ai accepté à pied levé l'invitation de 1 et de 2, ben oui, qu'est-ce que tu veux, le corps est rond, c'est en même temps que les Mercronspi. Ben, c'est comme ça. Nous autres, on pense qu'on parle pas nécessairement à la même crowd. Sauf que, ben, garde, fait qu'on on tiendra au courant de comment on va fonctionner, là. Si vous voulez le faire, ben, en fait, c'est sûr qu'il va être fait en différé. Fait qu'il n'y aura pas de diffusion mercredi prochain. Mais il y aura assurément un épisode. Puis les boys, si vous voulez aussi, ben, je peux peut-être le faire moi aussi en différé avec vous autres pour être là, mais il sera pas diffusé le mercredi. Ça, c'est cané, là. Ça, c'est clair. Fait que 100 épisodes des Mercronspi. Mais il y a eu plus de corps et rond que de Mercronspi, si je ne m'abuse. Mais, regarde, c'est une occasion que je voudrais pas manquer. Fait que je vous dis, évidemment, un gros merci. Dans les choses, évidemment, qui vont demeurer à surveiller, ben moi, je vais me mettre à jour, en tout cas. Là. J'ai un Raw, un SmackDown, puis 2 Dynamite à regarder. Fait que c'est clair que je vais me mettre à jour un petit peu plus. Concernant certaines annonces que j'ai faites la semaine dernière, gênez-vous pas pour m'envoyer des segments de promo ou des suggestions parce que je vais m'activer à refaire évidemment
On appelle ça des sweeps là, en radio. Mais les transitions sonores avec des classiques de Workers, je remplacerai pas ceux qu'on a, je veux juste en ajouter. Steve m'en a envoyé une et elle va assurément faire la cote. Ça, c'est sûr et certain. Toi, tu nous disais, JC, que tu es déjà activement en train de préparer le Scrapamania de la semaine prochaine. Dans ton cas, Steve, ta run de mariage, as-tu fini? Tu recommences-tu à sillonner le Québec pour aller worker les fins de semaine? Ou, Oui. Écoute, ça recommence dans 3 semaines. Puis c'est bizarre parce que ça recommence chez nous, à Valleyfield, le 17 septembre pour la Fédération montérégienne de lutte. Écoute, la lutte à Valleyfield, on l'a tourné en masse. Moi, je me suis retiré. Il y a un promoteur qui l'a essayé, ça n'a pas marché. Puis là, il y a la FML qui s'en vient à Valleyfield le 17 septembre au Centre Nouvelle en Vol. Puis il m'appelle puis il me demande, écoute, ça te tente-tu? Écoute, demande un cheval s'il veut de l'avoine, là. T'es chez nous, là. Ben non, c'est sûr qu'on va être là. Si t'avais dit non, moi, puis JC, on t'aurait donné un char de marde, là, c'est clair. Oui, c'est clair, c'est chez nous. Puis, écoute, j'ai accepté. Après ça, on a Gatineau que je vais aller. Écoute, pour l'automne, je sais que je fais Gatineau, Québec. Je fais Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a une coupe de show à Montréal. On va se promener en masse. Cool. Puis je vais vous tenir au courant, là. On va regarder ça aller. Toi, mon cher G. Central, tu vas retourner à être essentiel ce soir? Oui, je retourne à être essentiel, puis je vais retourner quand mon rôle de ring announcer à la mi-septembre, le 16. Ça. Bon, ben, excellent. Sinon, ben évidemment, si vous nous avez découvert ce soir, ben un gros merci. Sachez que nous sommes, à part la semaine prochaine, mais assurez-vous de suivre nos affaires. Allez faire un tour autant du côté de la chaîne YouTube où est-ce qu'on présente les épisodes, les gamiques de marde et tout ça. Autant de ce côté-là que du côté de Twitter et du côté de Facebook, bien sûr. Tout ce que vous avez à faire, c'est faire une recherche Le Carré-Rond. Vous allez nous trouver très facilement. Si vous aimez avoir votre podcast de lutte transportable ou en tout cas votre show de lutte transportable, ben, sachez que nous sommes disponibles sur toutes les bonnes plateformes, c'est-à-dire Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et tout bon podcatcher Android. Si vous voulez faire enfin, il est temps là, que vous fassiez votre coming out de fan fini de lutte. Ben, tout ce que vous avez à faire, vous vous rendez sur patreon.com/le Carré-Rond et il y a une modalité, il y a un level, tout le monde est égal. Ça vous donne accès à tout notre contenu exclusif pour les membres de la Rib Room et c'est totalement rétroactif, donc vous n'avez pas accès à ça à partir du moment que vous devenez membre. Vous avez tout ce qu'on a fait dans le passé, même les autres époques, la Toto Era, la Martin tout seul Era, tout est là. Fait qu'allez faire un tour, allez voir ça. Puis c'est pas un contrat de cellulaire que vous signez avec votre sang, là, puis tout le kit, puis que ça coûte 10 000 $ des abonnés, puis des folies de même. Là. Ça coûte un gros 7 $ par mois. Ça nous permet à nous aussi ça permet en fait de soutenir toute la démarche, bien sûr, du Carré-Rond. Pour ceux qui se poseraient la question également, ben, nos membres Patreon ont accès à la rediffusion de la version vidéo également quelques heures plus tard, parce qu'on fait l'enregistrement en même temps. Sinon, la version audio, elle, est disponible le samedi autour de midi environ. Ça arrive parfois que nous soyons dans l'obligation de mettre la grosse face à Triple H qui veut pas qu'on écoute la musique thème de ses workers. Fait que c'est une raison de plus pour vous joindre à nous les mercredis à 19h sur Touski TV, bien sûr, pour vous assurer de voir toutes nos niaiseries, de voir évidemment Scrapamania. En audio, ça doit être un peu particulier, mais l'idée, c'est justement de créer des rendez-vous et de se retrouver tous ensemble et de jaser de lutte et de se faire du fun, toute la gang ensemble. D'ailleurs, s'il y a des Ribbers qui sont devant l'écran présentement ou qui nous écoutent en différé, on en profite pour leur dire un énorme merci parce que lorsque vous adhérez, bien sûr, à patreon.com/le Carré-Rond, vous avez accès à la Rib Room qui est une pièce exclusive dans laquelle vous voyez le meilleur des mimes sur lesquels JC met la main et sur toutes les informations qui sont pertinentes, selon nous, et bien humblement, au monde de la lutte actuelle. Sur ce, mes chers amis, je vais vous laisser
passer sur la meilleure musique, le meilleur mash-up de musique de lutte d'un show de lutte old school qui est présenté les mercredis à 19h sur Touski TV. C'est l'œuvre de mon grand chum Super Dave Bérubé qui est allé se faire brûler la face en fin de semaine pour aller voir Rammstein. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il pleuvait. Fait que si tu faisais brûler la face, au moins, il te pleuvait d'en face également. On rapporte d'ailleurs que des gens sur la Rive-Sud se seraient plaints de la chaleur, mais ça, c'est une autre histoire. On salue les gens de Saint-Lambert. Hey, les boys, un gros merci à vous autres. On se retrouve la semaine prochaine où on vous retrouve. On en parlera offline. On tiendra les gens informés. D'ici là, je vais vous donner le même conseil que je vous donne toujours. Prenez soin de vous et prenez soin de ceux qui sont autour de vous. Salut les boys. Merci beaucoup. Bonne semaine à tout le monde. On se revoit très bientôt. Membre de la famille H2O Web Media.